Deux petites jumelles se tiennent au comptoir d'une épicerie, une miche de pain à la main, et demandent au caissier « Pouvons-nous payer plus tard ?» Notre maman est très malade à la maison. Un jeune millionnaire derrière elles entend tout est fait quelque chose d'inattendu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le carillon de la porte tinta lorsque Dylan Carter entra dans la petite épicerie de quartier. Le vieux climatiseur peinait à lutter contre la chaleur matinale, créant cette atmosphère tiède typique des établissements familiaux. Dylan ajusta la manche de son costume sombre, se sentant immédiatement en décalage parmi les modestes étagères et le sol en linoléum. L'homme derrière le comptoir continuait de ranger des produits sans lever les yeux. Dylan attrapa un panier et disparut entre les rayons, reconnaissant de ce manque d'attention. Il venait rarement dans cette partie de la ville. Son Pentouse au pinacle n'était qu'à quelques pâtés de maison, et pourtant, cela semblait être un monde entièrement différent. Il déambula dans les allées étroites sans but précis, ramassant des articles au hasard. Une pomme, une barre de chocolat, un magazine quelconque. L'odeur bon marché des produits d'entretien se mêlait à l'arôme du pain frais, créant une combinaison étrangement réconfortante. Il s'apprêtait à se diriger vers la caisse lorsque la porte carillonna de nouveau. Deux petites filles entrèrent dans le magasin, identiques, avec les mêmes cheveux foncés noués en tresses désordonnées et des robes simples et usées. Des jumelles, réalisa Dylan. Elles ne devaient pas avoir plus de 8 ans. Il y avait quelque chose dans leur posture, un mélange de détermination et de nervosité, qui attira son attention. Les petites jumelles se déplacèrent rapidement dans le magasin et attrapèrent une unique miche de pain, la tenant soigneusement comme si c'était un objet précieux. Elles allèrent directement au comptoir, échangeant des regards qui semblaient contenir toute une conversation silencieuse. Dylan resta entre les étagères, inexplicablement intéressé par cette petite scène quotidienne. « Bonjour », dit le propriétaire du magasin, regardant les filles avec une expression neutre. « Bonjour, monsieur », répondirent-elles à l'unisson, leur voix petite mais claire. « Juste le pain aujourd'hui. » L'une d'elles hocha la tête tandis que l'autre posait la marchandise sur le comptoir. L'homme tapa le prix dans la caisse enregistreuse. « Ça fera 3,25 $. Les jumelles échangèrent un autre regard, puis celle qui semblait légèrement plus confiante fit un pas en avant. « Pouvons-nous payer plus tard ? Notre maman est très malade à la maison, » dit-elle, les mots sortant rapidement comme s'ils avaient été répétés, mais sa voix trembla légèrement à la fin. Le propriétaire du magasin s'arrêta, la main suspendue au-dessus de la caisse enregistreuse, son visage se durcissant un peu. « Désolé, les petites, mais nous ne faisons pas crédit ici, » dit-il, pas cruellement, mais fermement. « Je ne peux pas faire d'exception. »« S'il vous plaît » insista l'autre jumelle, s'avançant pour se tenir à côté de sa sœur. « Maman n'a pas pu se lever aujourd'hui et nous n'avons rien à manger. » Les deux filles restèrent là, se tenant la main, avec une dignité tranquille qui semblait déplacée dans des corps si petits. Dylan sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Sans réfléchir à deux fois, il s'approcha du comptoir. « Combien coûte le pain ?» demanda-t-il, sa voix sonnant plus fort que d'habitude dans le minuscule établissement. Trois têtes se tournèrent dans sa direction, surprises par l'interruption. « 3,25 $, monsieur » répondit le propriétaire. Dylan sortit un billet de 20 $ de sa poche et le posa sur le comptoir. « Occupez-vous aussi de mes achats et gardez la monnaie. » Les jumelles le regardèrent avec des expressions identiques de surprise, leurs grands yeux reflétant une gratitude si sincère que Dylan détourna le regard, mal à l'aise face à l'intensité de cette émotion. « Merci, monsieur » s'exclamèrent-elles ensemble, presque en parfaite synchronisation. « Nous pourrons payer quand maman ira mieux. »« Pas besoin de payer » répondit Dylan, se surprenant lui-même. « C'est bon. » Les filles prirent le pain et sortirent en hâte, non sans se retourner une dernière fois et lui faire un signe de la main, des sourires timides sur leurs visages identiques. « La bonne action du jour » commenta le propriétaire en finissant d'enregistrer les articles de Dylan. Dylan hocha la tête sans répondre, ramassant ses propres achats et sortant dans la rue ensoleillée. Il était censé retourner à son Pentouse, à ses réunions prévues, à la vie organisée qu'il s'était construite. Mais ses pieds prirent une autre direction, celle qu'avaient empruntée les jumelles. Il les aperçut tournant un coin de rue, se tenant la main, la miche de pain soigneusement portée par l'une d'elles. Une scène banale, presque insignifiante, deux enfants rentrant à la maison avec de la nourriture. Alors pourquoi ne pouvait-il pas détourner le regard ? Maison. La phrase résonnait dans son esprit, comme si elle avait une signification cachée qu'il devait déchiffrer.
Il y avait une bravoure tranquille dans ces mots, un sens des responsabilités que des enfants aussi jeunes ne devraient pas avoir à porter. Dylan s'arrêta, les laissant continuer leur chemin. Il rebroussa chemin vers le pinacle, son allure plus lente que d'habitude. Son pentouse, autrefois un refuge, lui parut étrangement vide lorsqu'il referma la porte derrière lui. Il laissa tomber les courses sur le comptoir et se dirigea vers la fenêtre. De là, il pouvait voir une partie de la ville qu'il avait vue naître, puis partir pour étudier, travailler, bâtir un empire, et finalement revenir en étranger. Quelque part en bas, 2 petites jumelles inconnues rentraient chez elles avec une miche de pain pour leur mère malade. Quelque part dans ces rues, des vies se déroulaient, connectées les unes aux autres d'une manière que Dylan avait oublié comment apprécier. Il prit son téléphone, hésita, puis appela son assistant, Marc. « J'ai besoin que tu découvres quelque chose », commença-t-il, marquant une pause. 2 jumelles, environ 8 ans, cheveux foncés en natte. Elles étaient à l'épicerie de Maple Street ce matin. Elles ont dit que leur mère est malade. Je veux savoir qui elles sont et où elles habitent. Il raccrocha avant que Marc ne puisse le questionner sur cet intérêt soudain. Il n'aurait pas su comment l'expliquer. Comment pouvait-il dire que la simple demande d'une enfant dans une boutique de quartier avait remué quelque chose qu'il ignorait depuis des années? Dylan s'assit sur le canapé, ressentant le silence de l'appartement d'une manière nouvelle et inconfortable. Pendant un bref instant, dans cette épicerie, il s'était connecté à quelque chose au-delà de lui-même, à l'inquiétude de ses enfants, à leur détermination, à la simplicité d'un problème qu'il pouvait résoudre avec un seul billet. Problème résolu, affaire classée. Alors pourquoi ne pouvait-il cesser de penser à ces petits visages identiques, à ces tresses désordonnées, à ces mains jointes? Pour la première fois depuis longtemps, Dylan Carter était curieux de quelqu'un d'autre que lui-même. Et une partie de lui savait que cette rencontre fortuite avait planté une graine qui allait changer quelque chose dans sa vie parfaitement contrôlée. Du haut du pentouse du pinacle, la ville ressemblait à un jouet bien ordonné, ses pièces parfaitement ajustées. Dylan restait immobile près de la baie vitrée allant du sol au plafond, un verre de whisky oublié à la main. Le liquide ambré reflétait le coucher de soleil alors que les lumières de la ville commençaient à s'allumer une par une, comme des étoiles artificielles. C'était une vue pour laquelle beaucoup paieraient des fortunes. En fait, ils le faisaient. Les autres étages du pinacle abritaient des cadres, des célébrités, des héritiers, des gens que Dylan connaissait de nom, mais rarement par leurs histoires. Des gens comme lui, ou du moins comme il pensait être. Son téléphone vibra sur la table basse. Dylan ignora. C'était probablement Marc, son assistant, avec des informations sur les jumelles. Ou l'un des avocats voulant discuter de la nouvelle acquisition sur la côte ouest. Ou le gérant du restaurant confirmant sa réservation habituelle du vendredi soir, une table pour un. Tout cela pouvait attendre. Pour la première fois depuis des années, Dylan Carter vivait un moment de lucidité qui n'impliquait ni feuille de calcul ni contrat. Il fit tourner le verre entre ses doigts, observant la ville qu'il avait contribué à façonner. Là-bas, c'était le parc qu'il avait financé 3 ans plus tôt. Le complexe commercial qui avait revitalisé le centre-ville. Le vieux théâtre qu'il avait sauvé de la démolition. Son héritage en béton et en acier. Et quelque part en bas, perdu parmi les milliers de fenêtres éclairées, se trouvaient 2 petites jumelles portant une miche de pain à leur mère malade. Ne l'avait pas quitté. Elle le suivait comme une ombre dans les couloirs du pentouse, résonnant dans les espaces vides qui n'avaient jamais semblé vides auparavant. Dylan parcourut l'appartement d'un œil critique. Tout y avait été choisi avec une précision chirurgicale, meubles design italien, œuvres d'art originales, tapis importés ou le meilleur que l'argent puisse acheter. Chaque objet racontait l'histoire d'un homme à succès, mais aucun ne racontait l'histoire de Dylan Carter, l'homme derrière l'entreprise, derrière la fortune. Il y avait quelque chose d'étrangement impersonnel dans la perfection de l'environnement, comme un décor, une photo de magazine plutôt qu'un foyer. Dylan remarqua avec une clarté inconfortable l'absence des petits détails qui rendent un espace vivant. Il n'y avait pas de livre à moitié lu avec des marque-pages, pas de tasse à café oubliée, pas de photos personnelles. Même le courrier était parfaitement organisé dans un plateau près de la porte, intact. Il s'assit sur le canapé qui coûtait plus cher qu'une voiture de luxe et qui, ironiquement, n'avait jamais reçu de visiteurs. La douceur du tissu italien contrastait violemment avec le souvenir des robes usées des jumelles. Penser à ces filles remuait une étrange sensation. Ce n'était pas exactement de la pitié, il y avait trop de dignité dans leur façon de se tenir pour cela. C'était plutôt de la curiosité, peut-être même de l'admiration pour le courage de demander de l'aide, pour la responsabilité qu'elles assumaient si jeunes, pour le lien évident entre elles. Lien.
Le mot résonna dans son esprit comme une note dissonante. Quand avait-il ressenti pour la dernière fois un lien authentique avec quelqu'un? Pas les relations transactionnelles qui dominaient ses journées, avec des partenaires, des employés, des amantes occasionnelles qui disparaissaient avant le petit déjeuner. Une vraie connexion, désintéressée, comme ce qu'il avait vu entre ses enfants. Probablement avant qu'il ne devienne Dylan Carter, le nom qui apparaissait dans les magazines d'affaires et les listes de milliardaires. Quand il n'était que Dylan, le garçon ambitieux d'une petite ville, déterminé à prouver sa valeur. À l'époque, il y avait des gens dans sa vie, de vraies personnes. Pas des contacts dans un agenda électronique ou des noms sur des contrats. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, Dylan décrocha. Un message de Mark, info trouvée sur les jumelles. Sophie et Leia Thompson, 8 ans. Vivent dans un appartement au 476 Elm Street. Mère célibataire, Clara Thompson, diagnostiquée avec. Dylan n'eut pas besoin de lire le reste. Maintenant, les filles avaient des noms, Sophie et Leia, et une adresse. Une histoire se formait. Il reposa le téléphone sur la table, agité. Qu'avait-il l'intention de faire de ces informations? Pourquoi s'en souciait-il? Un simple acte de charité occasionnelle était une chose, payer le pain, laisser un pourboire généreux, faire des dons anonymes. Mais cet intérêt persistant était différent, inconfortablement différent. Il se dirigea vers le bar et remplit son verre. La boisson descendit, chaude, familière, sans offrir le réconfort habituel. La ville était toujours là, brillante et indifférente, séparée de lui par du verre trempé et l'altitude. Dylan avait passé des années à construire cette barrière, brique par brique, affaire par affaire, étage par étage. Maintenant, pour la première fois, il s'y sentait emprisonné. Il regarda autour de lui l'immensité de l'appartement qui résonnait de sa solitude. Tout était exactement comme il l'avait prévu, parfait, contrôlé, vide. Pouvons-nous payer plus tard? Les mots des jumelles avaient une humilité que Dylan reconnaissait de son propre passé, avant le succès, avant l'argent. Une humilité qu'il avait oubliée, enfouie sous des couches de réussite et d'acquisition. Ses filles avaient quelque chose que tout son argent ne pouvait acheter. Elles savaient l'une l'autre, et une mère dont elles se souciaient tellement qu'elles enduraient la honte de demander. Dylan retourna à la fenêtre, cherchant dans le paysage urbain une réponse au malaise grandissant dans sa poitrine. La ville, comme toujours, restait belle et distante, comme une amante qui ne se livre jamais complètement. 5 ans plus tôt, il était revenu dans cette ville en conquérant, déterminé à laisser sa marque. Et il l'avait fait. Sa marque était là, dans les bâtiments qu'il avait construits, dans les entreprises qu'il avait établies. Mais quelque chose manquait, une pièce du puzzle qu'il réalisait seulement maintenant avoir perdue. Peut-être que le véritable héritage ne résidait pas dans les bâtiments ou les comptes en banque. Peut-être était-il dans des connexions plus simples, la confiance entre deux sœurs, le regard sincère de gratitude, le petit geste d'aider des inconnus. Un rire sec s'échappa de ses lèvres. Il devenait philosophe à cause d'une miche de pain. Une simple miche coûtant 3,25 $. Mais il ne s'agissait pas du pain, réalisa-t-il. Il s'agissait de la demande, de la vulnérabilité du besoin et du courage de demander. Il s'agissait de connexion, de besoins humains, quelque chose qu'il avait oublié comment ressentir depuis longtemps. Dylan finit son verre et le posa sur la table basse avec une soudaine résolution. Demain, il irait au 476 Elm Street. Pas pour interférer ou s'immiscer. Juste pour observer, pour comprendre. Pourquoi? Il ne pouvait l'expliquer. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose au-delà de l'ennui contrôlé qui dominait ses journées. Ou peut-être parce qu'il avait entrevu, dans cette brève rencontre à l'épicerie, quelque chose que son empire de verre et d'acier ne pourrait jamais lui fournir. Du haut du Penthouse parfait surplombant la ville qu'il avait conquise, Dylan Carter admit enfin qu'il avait construit tout un monde de choses, mais qu'aucune d'entre elles n'était un foyer. L'épicerie semblait différente le matin, plus animée, plus réelle. Dylan ajusta ses lunettes de soleil et poussa la porte, faisant teinter le carillon comme la veille. Cette fois, cependant, il ne portait pas un costume impeccable, mais un jean et une simple chemise, une tentative maladroite pour paraître, quoi? Normal? Moins intimidant? Un employé différent de celui de la veille rangeait des produits sur les étagères. Dylan s'approcha du comptoir, essayant de paraître décontracté. « Bonjour, salut. J'étais ici hier et j'ai vu 2 filles, des jumelles. Elles ont acheté une miche de pain. » L'homme fronça les sourcils, confus. « Désolé, monsieur, j'ai commencé mon service aujourd'hui. Aucune idée de qui vous parlez. » Dylan essaya de nouveau.
2 petites filles identiques, environ 8 ans, cheveux foncés en tresse. L'employé haussa les épaules. Beaucoup d'enfants entrent et sortent. Je ne fais pas vraiment attention. Dylan le remercia et acheta une bouteille d'eau dont il n'avait pas besoin. La frustration grandissait en lui, un sentiment inhabituel pour quelqu'un habitué aux réponses immédiates. Au comptoir, il hésita. L'employé d'hier, à quelle heure revient-il? Monsieur Meyers? Pas avant demain, répondit l'homme en rangeant l'argent dans la caisse. Dylan hocha la tête et sortit, sentant le soleil matinal sur son visage. Il avait une adresse, 476 Elm Street, mais il voulait plus que cela. Il voulait du contexte, voir le monde dans lequel vivaient ses filles avant de simplement se présenter là-bas. Il décida de marcher, d'explorer les rues de la ville qu'il avait transformées par ses investissements mais rarement vécues de près. Les trottoirs changeaient à mesure qu'il avançait sans destination précise. Les façades de marbre poli des boutiques haut de gamme laissaient place au béton fissuré. Les cafés branchés avec terrasse étaient remplacés par de petits restaurants avec des menus en plastique aux fenêtres. Les rues devenaient plus étroites, plus fréquentées. Dylan passait inaperçu ici, juste un autre homme marchant un jeudi matin. Il était habitué à être remarqué, à ce qu'on lui ouvre les portes, à recevoir des sourires étudiés de perfection. L'invisibilité était une sensation étrangement libératrice. Au coin d'une rue, un homme jouait du saxophone, son étui ouvert à ses pieds contenant quelques pièces éparses. La mélodie improvisée flottait dans l'air, berçant la matinée de ses notes mélancoliques. Dylan s'arrêta pour écouter, laissant la musique s'infiltrer dans des endroits longtemps réduits au silence en lui. Lorsque le saxophoniste termina la chanson, Dylan déposa un billet de $20 dans l'étui. L'homme hocha la tête en remerciement, sans la moindre idée de qui était son bienfaiteur anonyme. Un geste pur, sans attente de reconnaissance, contrairement aux dons substantiels que Dylan faisait régulièrement à des institutions qui apposaient son nom sur des plaques dorées. Il continua de marcher, sans but précis maintenant, plus attentif aux détails de la ville. La ville qu'il avait contribué à façonner, mais rarement vraiment observée. Un fleuriste arrangeait des seaux de fleurs sur le trottoir, emplissant l'air de parfums sucrés. Un groupe d'étudiants riait bruyamment devant un restaurant. Un couple âgé se promenait lentement, main dans la main, complètement absorbés l'un par l'autre. Cette ville animée, vibrante et imparfaite continuait sa routine quotidienne pendant qu'il regardait de loin, d'en haut, séparé par le verre et le privilège. Il passa devant une école primaire, la cour de récréation vide indiquant que les cours avaient lieu. Était-ce là que les jumelles étudiaient? Des enfants en uniformes assortis pouvaient être vus à travers les fenêtres des salles de classe, petites silhouettes absorbées par des leçons qui façonneraient leur avenir. Dylan n'avait jamais beaucoup réfléchi à l'éducation publique auparavant. C'était juste une autre ligne dans ses impôts, un autre élément sur ses dons caritatifs annuels. Maintenant, cependant, il regardait le modeste bâtiment et voyait des vies se former, des opportunités se créer ou se refuser. Dans un petit parc voisin, il s'assit sur un banc, observant une mère pousser une poussette tout en parlant au téléphone. La domesticité de la scène le frappa avec une dureté inattendue. Des vies ordinaires, connectées, interdépendantes, si différentes de l'existence isolée qu'il s'était construite. Il sortit son téléphone, vérifia les emails qui s'accumulaient. Réunions annulées sans explication, contrat en attente de sa signature, décision attendant son verdict. L'Empire Carter ne s'arrêtait pas, même lorsque son fondateur décidait de faire une promenade imprévue dans des quartiers inconnus. En quelques tapotements, il reporta les réunions à la semaine suivante et délégua les décisions à des subordonnés compétents. Il faisait de la place. Pourquoi? Il ne le savait toujours pas exactement. Il se leva et continua de marcher, laissant l'intuition le guider à travers des rues de plus en plus inconnues. Chercher 2 enfants inconnus dans une ville entière était absurde, il le savait. Mais il ne pouvait pas retourner aux pantoufles vides, pas encore. Il tourna un coin et aperçut une petite aire de jeu nichée entre 2 immeubles d'appartements plus anciens. Balançoire, toboggan, bac à sable, vide à cette heure de la journée, les enfants étant à l'école. L'école, bien sûr. Les jumelles seraient à l'école en ce moment. Dylan s'assit sur un autre banc, se sentant à la fois soulagé et déçu. Qu'aurait-il fait s'il les avait trouvées? Que dirait-il? Bonjour, je suis le type riche qui a payé votre pain hier et maintenant je vous suis. L'idée était absurde. Malgré tout, il ne pouvait pas partir. Un panneau à proximité indiquait Elm Street au coin. Coïncidence ou son subconscient l'avait-il mené ici? Il regarda les numéros des bâtiments. Il était proche, réalisa-t-il.
Le complexe résidentiel du 476 Elm Street devait être l'un de ces bâtiments en briques rouges délavées qui bordaient la rue, construit des décennies avant le boom immobilier que Dylan avait contribué à alimenter. Il n'était pas délabré, mais portait le poids des années et d'un entretien différé. Fenêtres avec des rideaux de fortune, plantes en pot essayant d'ajouter de la vie à de petits balcons, vêtements séchant sur des cordes improvisées. Des vies se déroulaient, imparfaites, luttant, persistant. Dylan observait les gens aller et venir. Un homme âgé promenant un petit chien, une adolescente avec des écouteurs, un livreur transportant des colis. Tous faisaient partie d'un tissu social dont lui, dans sa tour de verre, s'était complètement isolé. Il se souvint des jumelles, de leurs visages identiques, de la détermination silencieuse dans leur posture. Il ne s'agissait pas seulement d'une miche de pain, réalisa-t-il. Il s'agissait de connexion, de responsabilité, d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi. Des choses qu'il avait oubliées, ou peut-être jamais vraiment comprises dans sa quête de succès et de contrôle. Alors qu'il se levait pour continuer sa recherche improvisée, il se sentit plus léger, comme s'il descendait d'une tour invisible qu'il avait construite autour de lui. La ville, qu'il avait toujours considérée comme un ensemble de propriétés et d'opportunités commerciales, se révélait maintenant comme un organisme vivant, respirant. Non pas une conquête à admirer de loin, mais un lieu à habiter, à expérimenter, à partager. Dylan Carter, l'homme qui avait bâti son empire en allant toujours plus haut, découvrait maintenant que ce qu'il cherchait vraiment pourrait se trouver au niveau du sol, dans les rues, dans les rencontres fortuites qu'il avait ignorées pendant si longtemps. Il continua de marcher, sans destination claire, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment présent dans le monde qu'il avait contribué à créer. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner lorsque Dylan tourna dans une rue bordée de maisons modestes, en retrait des grandes avenues. Il marchait depuis des heures, ne s'arrêtant que pour un sandwich rapide dans un petit restaurant de quartier où personne ne le reconnut. La recherche improbable de deux filles dans une ville entière lui semblait de plus en plus absurde, mais quelque chose l'empêchait d'abandonner. C'est alors qu'il entendit les rires, un son cristallin et insouciant provenant d'une ruelle entre deux vieux bâtiments. Dylan ralentit le pas, attiré par la joie sincère dans ses voix d'enfant. Il s'approcha prudemment de l'entrée de la ruelle, ne voulant pas interrompre ce qui se passait. Ce qu'il vit le laissa figé. Sophie et Leia, les jumelles de l'épicerie, étaient là, lui tournant le dos, penchées sur une grande benne à ordures métalliques. Leurs cheveux foncés, toujours en tresse identique mais maintenant plus décoiffés, se balançaient à chacun de leurs mouvements. Elles portaient des vêtements simples, usés par l'usage mais propres. « J'en ai trouvé une autre !» s'exclama l'une d'elles, brandissant quelque chose que Dylan ne put identifier. « Voyons s'il y en a d'autres », dit l'autre en se hissant sur la pointe des pieds pour atteindre plus profondément dans la benne. Elle fouillait dans les ordures, mais pas avec désespoir ou honte. Elle le faisait avec le naturel et même la joie d'enfant en chasse au trésor, comme s'il n'y avait rien de mal ou de triste dans cette activité. Dylan sentit un serrement dans sa poitrine. Le contraste entre l'innocence des rires et la réalité de ce qu'elle faisait était trop douloureux pour être observé passivement. « Bonjour », dit-il en s'avançant. Les filles se retournèrent instantanément, surprises. Leurs visages identiques enregistrèrent d'abord le choc, puis la reconnaissance. « C'est le monsieur Dupin ?» chuchota l'une d'elles à sa sœur sans quitter Dylan des yeux. « C'est moi », confirma-t-il en essayant de sourire de manière rassurante. Dylan Carter. Les jumelles échangèrent des regards, comme pour se consulter sans mots. « Je m'appelle Sophie », dit finalement celle qui semblait légèrement plus confiante. « Voici ma sœur, Leia. »« Que cherchez-vous là-dedans » demanda Dylan, gardant une certaine distance pour ne pas les effrayer. Sophie hésita, mais Leia répondit avec la franchise typique des enfants, des canettes en aluminium. Monsieur Jenkins, au centre de recyclage, nous donne 5 centimes pour chacune. Dylan regarda de plus près et vit un petit sac en plastique à côté d'elle, contenant déjà quelques canettes écrasées. Elle ne fouillait pas dans les ordures ménagères, mais chassait spécifiquement les matières recyclables. « Vous en trouvez beaucoup » demanda-t-il, sincèrement intéressé. « Aujourd'hui, oui. » répondit Leia, excitée. Derrière le restaurant italien, il y en a toujours plein le jeudi. Sophie observait Dylan avec plus de prudence, pesant ses intentions. « Vous avez besoin de quelque chose » demanda-t-elle, sa voix directe et mature, bien au-delà de son âge. La question, si directe et adulte de la part de quelqu'un de si jeune, prit Dylan par surprise. Que dirait-il ? Qu'il les avait cherchés ? Qu'il ne pouvait cesser de penser à leur demande pour une simple miche de pain ?
En fait, commença-t-il en choisissant ses mots avec soin, je me promenais et j'ai cru vous reconnaître. Les jumelles échangèrent un autre regard rapide. Vous habitez dans le coin? Demanda Sophie, curieuse. Pas très loin, éluda Dylan les détails. Vous ramassez souvent des canettes? 3 fois par semaine, répondit Sophie avec une pointe de fierté. C'est notre travail. Travail, répéta Dylan, surpris par le choix du mot. Oui, confirma Leia. Maman dit que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ramasser les canettes, c'est notre part. Il y avait une dignité dans ces mots qui toucha profondément Dylan. Des enfants si jeunes comprenant déjà le concept de responsabilité familiale, de contribution. Un bref silence s'installa, rompu seulement par le bruit lointain de la circulation. Le soleil projetait de longues ombres dans la ruelle, signalant que l'après-midi tirait à sa fin. Vous avez terminé ici? Demanda finalement Dylan. Je peux vous aider à porter les canettes si vous voulez. Et peut-être vous ramener à la maison après. Il se fait tard. Il s'attendait à de la résistance, à de la suspicion. Après tout, il était un étranger offrant de ramener 2 enfants. Mais à sa surprise, les jumelles se consultèrent d'un autre regard silencieux avant que Sophie ne réponde. C'est d'accord. On en a ramassé beaucoup aujourd'hui de toute façon. Merci, monsieur, ajouta Leia en ramassant le sac de canettes. Leur acceptation naturelle de son offre le déconcerta. Il n'y avait pas la méfiance à laquelle on pourrait s'attendre, et qui serait saine pour des enfants face à des inconnus. Vous ne devriez pas accepter d'être ramené par des gens que vous connaissez à peine, dit-il, incapable de contenir son inquiétude. Sophie haussa les épaules, un geste étrangement adulte sur sa petite silhouette. Vous nous avez aidés au magasin, et vous avez des yeux gentils, expliqua-t-elle comme si c'était évident. Maman dit qu'on peut faire confiance aux gens qui ont des yeux gentils. Dylan sentit quelque chose se fissurer en lui. L'innocence de cette logique, la vulnérabilité qu'elle impliquait. Combien de personnes aux yeux gentils avaient de mauvaises intentions? Eh bien, merci, répondit-il, incapable d'en dire plus. On y va? Ils marchèrent côte à côte sur le trottoir, Dylan ralentissant ses longues foulées pour s'adapter aux petites jambes des fillettes. Leia bavardait joyeusement à propos d'un dessin sur lequel elle travaillait, sur le fait qu'elle aimait ramasser les canettes parce que parfois elle trouvait des choses intéressantes en chemin. Sophie restait plus silencieuse, mais ajoutait occasionnellement des détails au récit de sa sœur. « Comment va votre mère ?» demanda Dylan doucement, se souvenant de la phrase entendue au magasin. « Vous aviez mentionné qu'elle était malade. » Les jumelles échangèrent un autre regard rapide avant que Sophie ne réponde, elle est parfois fatiguée. Elle travaille beaucoup. Mais elle va mieux aujourd'hui, ajouta Leia. Elle a souri au petit déjeuner. Quelque chose dans la simplicité de cette réponse, mesurant la santé de leur mère à un sourire matinal, frappa profondément Dylan. Ils tournèrent dans une rue encore plus simple, bordée de petites maisons des 2 côtés. Certaines avaient des jardins bien entretenus, d'autres des clôtures brisées ou de vieilles voitures garées devant. Ce n'était pas exactement un quartier pauvre, réalisa Dylan, plutôt un quartier populaire où les gens vivaient avec ce qu'ils avaient. C'est celle-là, indiqua Leia en désignant une petite maison en briques. C'était une maison de ville étroite avec un minuscule porche protégé par une vieille balustrade. Quelques plantes en pot en plastique tentaient d'apporter de la vie à l'espace limité, et des rideaux blancs couvraient les petites fenêtres. Ils s'approchèrent du petit portail et Dylan remarqua des détails qui témoignaient d'un soin malgré la pénurie. L'entrée propre, un paillasson usé mais sans tache, un pot de fleurs artificielles colorées accroché à côté de la porte. « Maman devrait être à la maison », commenta Sophie en ouvrant le portail. « Elle travaille le matin le jeudi. » Dylan hocha la tête, se sentant soudain nerveux. Que dirait-il à la mère des filles? Comment expliquerait-il sa présence? Il était sur le point de suggérer qu'il devrait peut-être simplement les laisser et partir, quand la porte d'entrée s'ouvrit. Rachel Whitman apparut sur le seuil, sa silhouette mince encadrée par l'entrée. Elle avait les mêmes cheveux foncés que ses filles, tirés en arrière en un simple chignon. Elle portait des vêtements modestes, un jean et un haut gris. Son visage pâle montrait de profonds cernes sous les yeux, mais ceux-ci s'illuminèrent à la vue des filles. Cette lumière disparut, remplacée par quelque chose de froid et dur lorsqu'elle remarqua Dylan. Sophie, Leia, à l'intérieur, maintenant, ordonna-t-elle, sa voix tranchante comme de la glace. Les jumelles hésitèrent un instant, sentant la tension dans l'air. « Maman, c'est Monsieur Carter, l'homme qui... » commença Sophie. « Je sais qui c'est » la coupa Rachel.
Entrez immédiatement. Les filles obéirent, jetant des regards confus derrière elles. Leia serrait toujours le sac de canettes, maintenant oublié dans sa main. La porte se referma derrière elle, laissant Rachel sur le porche, fixant Dylan avec des yeux qui avaient perdu toute la chaleur qu'ils avaient montrée à ses filles quelques secondes auparavant. « Que voulez-vous à mes filles » demanda-t-elle sèchement, sans s'embarrasser de formalités. « Je les ai trouvées en train de ramasser des canettes » expliqua Dylan, restant près du portail, conscient que c'était son territoire. Il se faisait tard, alors j'ai proposé de les ramener à la maison. Rachel croisa les bras, son corps mince tendu comme une corde de violon sur le point de casser. Et pourquoi un homme comme vous s'intéresserait-il à deux petites filles fouillant dans les poubelles? La dureté de sa question le frappa comme une gifle. Je les ai rencontrées hier à l'épicerie, répondit-il. Elles ont mentionné que vous étiez malade. Je voulais juste aider. Les yeux de Rachel se rétrécirent dangereusement. Je ne suis pas malade. Et nous n'avons pas besoin de votre aide. Elle semblait inquiète, insista Dylan, choisissant ses mots avec soin. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, médicaments, visite chez le médecin. Les riches n'aident pas les pauvres, Monsieur Carter, l'interrompit Rachel, sa voix aussi froide qu'une lame. Pas sans vouloir quelque chose en retour. La franchise de sa déclaration le frappa comme un coup physique. Il voulait protester, dire qu'il était sincèrement préoccupé, qu'il n'avait aucune arrière-pensée, mais les mots moururent avant d'atteindre ses lèvres. Ce n'est pas comme ça, réussit-il finalement à dire. Je veux juste aider. Vos filles sont incroyables, et si elles s'inquiètent pour votre santé. Ma santé ne vous regarde pas, trancha Rachel. Et mes filles ne sont pas votre projet caritatif du jour. Dylan prit une profonde inspiration, essayant une approche différente. Je comprends votre méfiance, mademoiselle Whitman. Mais les filles ont dit que vous étiez malade et que vous aviez besoin d'aide. S'il y a un problème médical, je pourrais. Le seul problème ici, c'est vous, debout sur mon seuil, essayant d'acheter ce qui n'est pas à vendre, l'interrompit de nouveau Rachel. Je n'ai pas besoin de vos médecins sophistiqués ni de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié, insista Dylan. C'est de l'humanité. Un sourire amer apparut sur les lèvres de Rachel. Humanité, répéta-t-elle, le mot sonnant comme une insulte. C'est pratique de découvrir l'humanité quand on a des millions en banque et rien de plus intéressant à faire. Chaque mot était prononcé avec une froideur calculée, comme si elle avait gardé ce discours pendant longtemps, attendant l'occasion de l'utiliser. Vous êtes injuste, dit Dylan, essayant de garder son sang-froid. La vie est injuste, Monsieur Carter. Quelque chose que les gens comme vous découvrent rarement. Dylan ravala la réponse défensive qui se formait dans son esprit. Il y avait quelque chose dans la posture de Rachel, pas seulement de la colère, mais une douleur profonde qui le fit reculer. Je suis désolé si j'ai donné la mauvaise impression, dit-il finalement. Je voulais vraiment juste aider, après avoir entendu que vous étiez malade. Je ne suis pas malade, répondit Rachel, sa voix un peu moins tranchante. Mes filles, parfois elles exagèrent. Un rhume devient une pneumonie dans leur imagination. C'était la première concession, le premier moment de vulnérabilité qu'elle s'autorisait. Je suis content que vous alliez bien, répondit Dylan sincèrement. Rachel l'étudia un long moment, comme pour sonder ses véritables intentions. Merci d'avoir ramené mes filles à la maison, dit-elle enfin, sa voix toujours froide mais moins hostile. Mais ne revenez pas. Nous n'avons pas besoin de votre argent ni de votre humanité. Dylan hocha la tête, comprenant que toute insistance ne ferait qu'empirer les choses. Compris, dit-il simplement. Je m'excuse pour tout dérangement. Il se tourna pour partir, mais la voix de Rachel l'arrêta une dernière fois. Monsieur Carter. Il se retourna, rencontrant ses yeux sombres, si semblables à ceux de ses filles, mais sans leur innocence, durcis par des expériences qu'il ne pouvait qu'imaginer. Les riches n'aident pas les pauvres, répéta-t-elle avec une finalité qui ne laissait aucune place à la discussion. Ils les utilisent simplement et les jettent quand ils sont fatigués de jouer les sauveurs. Sans attendre de réponse, Rachel entra et ferma fermement la porte, laissant Dylan seul dans le crépuscule qui commençait à envelopper la rue tranquille. Il resta là un instant, absorbant l'impact de ces mots cinglants. Une partie de lui voulait argumenter, se défendre, lui prouver qu'elle avait tort. Mais une autre partie, plus honnête, se demandait s'il y avait une part de vérité dans son accusation. Après tout, qu'est-ce qui l'avait amené ici? Une préoccupation sincère ou une manière élaborée de se sentir mieux dans sa peau? Où se situait la frontière entre aider et s'ingérer, entre compassion et condescendance?
Avec ces questions pesant sur son esprit, Dylan commença à marcher en direction du centre-ville. À chaque pas qu'il éloignait de la petite maison en briques, il se sentait plus déplacé dans son propre monde, comme s'il s'était réveillé d'un long rêve confortable pour entrer dans une réalité plus complexe, plus troublante. Les lumières de la ville s'allumaient, points brillants sur le ciel assombri. Quelque part devant se trouvait l'immeuble où il vivait, sa tour isolée surplombant tout et ne se connectant à rien. Et pour la première fois, l'idée d'y retourner n'apportait pas le confort habituel de la solitude. Les mots de Rachel le suivaient, non pas comme une accusation, mais comme un miroir reflétant quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment examiné. La nuit fut longue pour Dylan. Les mots de Rachel Whitman, « Les riches n'aident pas les pauvres », résonnaient en boucle dans son esprit comme un refrain inéluctable. Allongé dans le lit king size qui lui offrait rarement un sommeil paisible, il fixait le plafond, revivant leur rencontre, la froideur dans ses yeux, la suspicion immédiate, le rejet automatique de toute aide. Et les filles, Sophie et Leia, fouillant dans les ordures comme si c'était un jeu, ramassant des canettes avec la dignité de celles qui accomplissent une mission importante. Des enfants qui devraient jouer dans des parcs, pas travailler pour compléter le revenu familial. À 5 heures du matin, Dylan renonça à essayer de dormir. Il prit une longue douche, s'habilla simplement au jean, t-shirt, basket, et partit avant que le soleil ne soit complètement levé. Le supermarché ouvert 24h24 était presque vide à 7 heures. Dylan poussa un chariot dans les allées, s'arrêtant pour considérer chaque article avec un soin qu'il n'avait jamais accordé à ses propres courses. De quoi une famille comme les Whitman aurait-elle besoin? Qu'est-ce qui serait utile sans paraître condescendant? Qu'est-ce qui aiderait sans offenser la fierté de Rachel? Il remplit le chariot de produits de base, riz, haricots, pâtes, sauce tomate, farine, sucre, huile, fruits frais. Quelques friandises qu'il pensait que les jumelles aimeraient. Des produits d'entretien, des fournitures scolaires, une trousse de premiers secours bien équipée, des vitamines. Dans la section pharmacie, il hésita. Rachel avait nié être malade, mais les cernes sous ses yeux, sa peau pâle suggérait le contraire. Il ajouta des analgésiques, du sirop contre la toux, des remèdes pour l'estomac. Mieux valait les avoir et ne pas en avoir besoin. À la caisse, le caissier endormi le regarda à peine en enregistrant les articles. Dylan paya en espèces, évitant la carte de crédit qui l'identifierait immédiatement comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de compter ses sous. Dehors, le ciel s'éclaircissait lentement. Dylan rangea les courses dans une voiture de location, un autre choix délibéré pour paraître ordinaire, non ostentatoire. Il conduisit lentement jusqu'à la maison des Whitman, se garant à une distance discrète. Le quartier dormait encore, seul un chat rôdait sur les toits, observant l'intrus avec suspicion. Dylan transporta soigneusement les sacs jusqu'à la petite maison en briques. Dans la pénombre matinale, elle paraissait encore plus modeste, une fissure sur le mur latéral, une marche desserrée sur le porche, une gouttière bouchée ou des problèmes mineurs qui coûteraient une fortune en main-d'œuvre, insignifiant pour quelqu'un avec les ressources de Dylan. Il déposa doucement les sacs sur le seuil, disposés de manière à ne pas basculer ni bloquer la porte. Sur le dessus de la pile, une simple enveloppe blanche sans fioriture. À l'intérieur, une note manuscrite, « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à l'hôtel Brise. Dylan Carter. » Rien de plus. Pas de message élaboré sur la charité ou la pitié, pas de tentative de justifier le geste. Juste un nom et un lieu. Une possibilité, pas une imposition. Il regarda les sacs une dernière fois, incertain s'il franchissait une ligne invisible de dignité que Rachel avait tracée. Mais ensuite, il se souvint des jumelles, de leurs petites mains fouillant dans les ordures, de leur sourire sincère malgré tout. Certaines lignes devaient peut-être être franchies. Il s'éloigna rapidement, sans regarder en arrière, sans attendre de voir leur réaction. Ce n'était pas un geste qui exigeait des témoins ou des remerciements. C'était simplement quelque chose qu'il se sentait obligé de faire, comme répondre à un appel qu'il n'avait pas réalisé entendre. Rachel Whitman se réveilla au son du réveil, 6h30, comme tous les jours. 15 minutes avant les jumelles, assez de temps pour préparer le petit déjeuner avant de les déposer chez la voisine pour pouvoir travailler. Elle se frotta les yeux fatigués. Le mal de tête persistant était toujours là, comme depuis des mois, mais aujourd'hui, il semblait légèrement moins sévère. Peut-être allait-elle enfin mieux. Elle enfila une robe de chambre usée par-dessus sa chemise de nuit, chaussa ses pantoufles et se dirigea vers la cuisine. Elle mit de l'eau à bouillir, comptant mentalement combien de café il restait. Probablement assez pour 2 jours de plus. Ensuite, elle devrait choisir entre le café ou le lait pour les filles, le budget ne permettait pas les deux.
Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine au ciel matinal. Un autre jour, une autre bataille. 8 heures debout derrière un comptoir de magasin, puis 4 heures à nettoyer un bureau en ville. Si tout se passait bien, elle pourrait être à la maison vers 21 heures, à temps pour Border les jumelles. Elle s'apprêtait à ouvrir la porte d'entrée pour vérifier le temps lorsqu'elle vit des formes à travers le verre dépoli. Quelque chose sur le porche. Son cœur s'accéléra instinctivement. Les avis d'expulsion arrivaient parfois comme ça, laissés subrepticement à l'aube pour éviter les confrontations. Elle ouvrit lentement la porte, se préparant au pire. Des sacs. Plusieurs, soigneusement disposés. À travers le plastique, elle pouvait voir des provisions, des produits d'entretien, même ce qui ressemblait à une trousse de premier secours. Et sur le dessus, une enveloppe blanche. Rachel regarda de haut en bas la rue vide, cherchant quiconque les avait laissés. Mais elle savait, avant même d'ouvrir l'enveloppe, qui l'avait fait. L'homme de la veille. Dylan Carter. Elle prit la note, lisant le simple message. Pas d'exigence, pas de ton condescendant. Juste une information, où le trouver si elle le voulait. Son premier réflexe fut de tout rejeter, de repousser les sacs, de les laisser sur le trottoir pour que quelqu'un d'autre les prenne. La fierté était souvent la seule chose qu'on ne pouvait pas lui enlever. Mais ensuite, elle pensa aux jumelles, à la lutte constante pour mettre de la nourriture sur la table, aux médicaments contre le mal de tête qu'elle n'avait plus depuis la semaine dernière et qu'elle ne pouvait pas se permettre de remplacer avant la prochaine paie. Avec un lourd soupir, Rachel commença à rentrer les sacs un par un. Il y en avait plus qu'elle ne l'avait initialement réalisé. Assez de nourriture pour des semaines. Des fournitures scolaires dont les filles avaient besoin mais qu'elle avait reporté d'acheter. Des médicaments, exactement ceux qu'elle utilisait souvent. Dans le dernier sac, quelque chose d'inattendu, 2 petits ours en peluche bruns identiques avec des nœuds bleus autour du cou. Des cadeaux pour Sophie et Leia, soigneusement choisis pour qu'elles ne se disputent pas à cause de modèles différents. Rachel s'assit sur la chaise de la cuisine, entourée par les sacs, la note toujours à la main. Les larmes menaçaient de monter, mais elle les retint, comme elle avait appris à le faire depuis des années. Il était facile de refuser de l'aide quand elle venait avec des conditions, des attentes, de l'humiliation. C'était plus difficile quand elle apparaissait discrètement, respectant sa dignité, sans public pour applaudir le bienfaiteur. « Maman ?» La voix endormie de Sophie venait du couloir. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Rachel glissa rapidement la note dans la poche de sa robe de chambre. « Juste quelques affaires dont nous avions besoin, » répondit-elle vaguement. « Rangeons-les avant le petit déjeuner, d'accord ?» Pendant qu'elle rangeait les articles dans les placards presque vides, Rachel pensait à la note cachée dans sa poche. Elle ne la jetterait pas. Ni ne l'utiliserait. Pas encore. Pas tant qu'elle pourrait se débrouiller seule. Mais elle la garderait, comme une clé de secours. Incertaine d'en avoir besoin, mais consciente qu'elle pourrait un jour. « Hôtel Brise », murmura-t-elle pour elle-même tandis que les jumelles discutaient avec enthousiasme de leurs nouveaux ours en peluche. Une adresse désormais gravée dans sa mémoire, même si elle ne prévoyait jamais de l'utiliser. 3 jours s'écoulèrent depuis que Rachel avait trouvé les sacs sur son seuil. 3 jours pendant lesquels elle tenta d'ignorer le mal de tête persistant qui se propageait maintenant dans tout son corps, alourdissant ses muscles comme du plomb. 3 jours à prétendre qu'elle allait bien, que ce n'était que de la fatigue et que cela passerait avec une bonne nuit de sommeil, ce qu'elle n'obtenait jamais vraiment. Au matin du 4e jour, Rachel se réveilla en tremblant. Le réveil n'avait même pas sonné, mais quelque chose n'allait pas, vraiment pas. La pièce tournait lorsqu'elle essaya de s'asseoir. Sa peau, normalement pâle, brûlait comme si elle était en feu. « J'ai juste besoin d'une douche », murmura-t-elle en s'appuyant sur le mur pour se lever. « J'ai juste besoin de me rafraîchir. » Mais ses genoux cédèrent avant qu'elle n'atteigne le couloir. Le bruit sourd de son corps heurtant le sol résonna dans la petite maison. Sophie fut la première à se réveiller. Toujours sur le qui-vive, à 8 ans, elle avait appris à dormir d'une oreille, attentive au moindre dérangement. Elle sauta du lit qu'elle partageait avec Leia et courut dans le couloir, trouvant sa mère par terre, essayant de se relever. « Maman !» cria-t-elle en courant pour l'aider. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Rien. Rachel essaya de sourire, mais l'effort se transforma en une grimace de douleur. « J'ai juste trébuché. Aide-moi à me relever, ma chérie. » Sophie essaya, mais Rachel était trop lourde pour ses bras minces. Leia apparut, ensommeillée, à la porte de la chambre, se frottant les yeux. « Maman est malade ?» demanda-t-elle, sa petite voix pleine de peur. « Non » insista Rachel, bien que son corps trahisse ses paroles. «
J'ai juste un peu le vertige. Si vous m'aidez à retourner au lit? Les jumelles se placèrent de chaque côté, leurs petits corps se tendant pour soulever leur mère. Elles réussirent à la traîner jusqu'au lit, où elle s'effondra, épuisée. Sophie toucha le front de sa mère et retira rapidement sa main, alarmée par la chaleur. « Tu brûles, maman. C'est une fièvre. » « Juste une petite, marmonna Rachel, les yeux lourds. « Allez vous préparer. Madame Jenkins. »« Nous ne partons pas aujourd'hui, » déclara Sophie avec une fermeté qui ne laissait aucune place au débat. « Nous allons prendre soin de toi. » Rachel voulut protester, mais les mots s'en mêlèrent dans son esprit fiévreux. Ses yeux se fermèrent contre sa volonté. « Maman ?» La voix de Leia tremblait. « Maman, réveille-toi. » « Elle dort juste, » rassura Sophie sa sœur, bien qu'elle n'en soit pas certaine elle-même. « Allons chercher de l'eau froide et des linges, comme elle fait quand on est malade. » Les jumelles travaillèrent ensemble avec l'efficacité née de la nécessité. Elles remplirent une bassine d'eau froide du robinet, trouvèrent des linges propres dans le tiroir de la cuisine et retournèrent dans la chambre, plaçant des compresses sur le front brûlant de leur mère et les changeant dès qu'elles devenaient tièdes. La journée s'écoula. La fièvre de Rachel ne tombait pas. Vers midi, elle commença à marmonner des mots incohérents, son corps alternant entre des frissons violents et des sueurs abondantes. « Elle va de plus en plus mal, » dit Leia, des larmes brillant dans ses yeux. « J'ai peur, Sophie. » Sophie aussi avait peur, mais elle était l'aînée de cette minute, comme leur mère le leur rappelait toujours, et devait être forte. Elle réfléchit à ce que Rachel ferait dans cette situation. Appeler un médecin? Elle n'en avait pas les moyens. Les voisins? La plupart travaillaient pendant la journée. Puis elle se souvint de la note. Celle que sa mère pensait qu'elle ne connaissait pas, mais que Sophie avait vue, cachée dans le tiroir de la cuisine à côté de leur petite boîte de fonds d'urgence. « Je vais chercher de l'aide », décida-t-elle en se levant. « Reste avec elle. Continue de changer les linges. Je vais trouver quelqu'un. »« Qui ?» demanda Leia, tenant la main fiévreuse de sa mère. « Le monsieur du pain. Celui qui a apporté les ours en peluche. » Les yeux de Leia s'écarquillèrent. Maman a dit de ne pas lui parler. Maman est très malade, répondit Sophie, se dirigeant déjà vers la cuisine. Et il a des yeux gentils, tu te souviens? Elle trouva la carte exactement où elle s'y attendait, l'attrapa et la fourra dans sa poche. Elle hésita un instant, se demandant si elle devait changer de pyjama, mais l'urgence l'emporta. Je reviens tout de suite, promit-elle à sa sœur. Verrouille la porte et n'ouvre qu'à moi. Le soleil de midi était impitoyable lorsque Sophie sortit. La carte indiquait Hôtel Brise. Elle n'y était jamais allée, mais elle savait où c'était, en ville, près de ce grand immeuble en verre. Ce n'était pas très loin, mais pour des jambes de 8 ans, cela aurait aussi bien pu être un voyage à travers le monde. Pourtant, elle commença à marcher, courant d'abord, puis sprintant, la peur alimentant sa détermination. Les gens regardaient avec curiosité une petite fille en pyjama courant seule, mais personne ne l'arrêta, personne ne lui demanda si elle avait besoin d'aide. Sophie ignora les regards, concentrée sur sa progression. Sa respiration la brûlait, ses pieds nus lui faisaient mal sur les trottoirs brûlants, mais elle ne ralentit pas. Maman avait besoin d'aide. Rien d'autre ne comptait. Dylan était dans le hall de l'hôtel Brise, sur le point de se rendre à une réunion, lorsqu'il remarqua une agitation près de la porte tournante. Des employés s'étaient rassemblés, chuchotant et désignant quelqu'un ou quelque chose qui venait d'entrer. C'est alors qu'il la vit. Sophie. Toujours en pyjama, les cheveux en désordre, les pieds sales, le visage rougi par les larmes et la sueur. Elle avait l'air perdue et désespérée dans la luxueuse réception. Sophie. Dylan traversa le hall à grandes enjambées, s'agenouillant devant elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ta sœur? Maman? Sophie s'étouffa entre deux sanglots. Maman va très mal. La peur dans les yeux de la petite fille était palpable, brute. Dylan sentit sa poitrine se serrer. Elle est à la maison? Leia est avec elle? Sophie hocha la tête, incapable d'en dire plus. Elle tendit la carte froissée à Dylan, comme si cela expliquait sa présence et son audace à le chercher. Allons-y, dit-il en la prenant dans ses bras sans hésitation. Ma voiture est dehors. Ignorant les regards curieux des autres clients, Dylan porta Sophie jusqu'au parking. Il la déposa délicatement sur le siège passager, attachant sa ceinture de sécurité. Tout ira bien, promit-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. Nous allons chercher ta maman tout de suite. Le trajet jusqu'à la maison des Whitman ne parut jamais aussi long.
Sophie donnait des indications par phrases courtes et hésitantes, entrecoupées de sanglots. Son inquiétude pour sa mère était si tangible que Dylan pouvait presque la toucher dans l'habitacle de la voiture. Quand ils arrivèrent, Leia était à la porte, sautillant d'un pied sur l'autre, anxieuse. À la vue de la voiture, elle courut vers eux avant même que Dylan n'ait coupé le moteur. « Elle ne se réveille pas bien », sanglota Leia en s'accrochant à la main de Dylan dès qu'il sortit. Elle essaie de parler, mais ça n'a pas de sens. Dylan suivit les jumelles à l'intérieur de leur modeste maison. Le contraste entre le luxe de l'hôtel et cet endroit simple n'avait jamais été aussi frappant et aussi insignifiant. Dans la petite chambre, Rachel gisait sur le lit, couverte malgré la chaleur, son corps visiblement secoué de tremblements. Des linges humides et tièdes parsemaient sa tête. Son visage, normalement pâle, était rouge et couvert de sueur. Rachel appela doucement Dylan en s'approchant. « Vous m'entendez » Ses yeux s'ouvrirent brièvement, le regard vague. « Les filles » murmura-t-elle. « Prenez soin. Elles vont bien » la rassura-t-il en lui touchant le front. La chaleur qui émanait d'elle était alarmante. « Je suis là pour aider. Je vous emmène à l'hôpital. » Une faible protestation mourut sur les lèvres de Rachel alors qu'une autre vague de frissons parcourait son corps. Dylan ne perdit plus de temps. Soigneusement, il l'enveloppa dans les draps et la souleva dans ses bras. « Prenez vos ours en peluche, » dit-il aux jumelles qui regardaient, effrayées, « et tout ce que vous voulez emporter d'autre. Nous pourrions être absents un moment. » Pendant que les filles couraient rassembler leurs affaires, Dylan porta Rachel jusqu'à la voiture, l'installant délicatement sur la banquette arrière. Son corps lui parut trop léger, réalisa-t-il sombrement, comme si elle dépérissait depuis un certain temps. Sophie et Leia revinrent rapidement, chacune tenant un petit sac à dos et serrant leurs ours en peluche contre leur poitrine. « Montez » ordonna Dylan, « et attachez vos ceintures. » Sur le chemin de l'hôpital, il passa plusieurs appels, activant des contacts pour s'assurer qu'il n'y aurait ni attente ni paperasserie à leur arrivée. Le nom Carter ouvrait des portes, et pour une fois, Dylan se sentit sincèrement reconnaissant de ce pouvoir. Lorsqu'ils arrivèrent aux urgences, une équipe attendait déjà. Rachel fut rapidement transférée sur un brancard et emmenée à l'intérieur, laissant Dylan avec deux petites filles effrayées s'accrochant à ses jambes. « Où emmène-il maman » demanda Leia, des larmes coulant sur ses joues. « Pour prendre soin d'elle » expliqua Dylan en s'agenouillant à leur niveau. « Les médecins vont la guérir. »« Va-t-elle mourir » demanda Sophie dans un murmure, portant le poids d'une peur profonde et familière. « Non » répondit fermement Dylan. « Elle ne mourra pas. Je le promets. » Une promesse qu'il n'avait pas le droit de faire, mais qu'il se sentait obligé d'offrir. Les jumelles le regardèrent avec ce mélange de méfiance et d'espoir que seuls les enfants peuvent exprimer, voulant croire mais apprenant déjà que les adultes ne peuvent pas toujours tenir leurs promesses. Ils furent conduits dans une salle d'attente plus calme que la principale, mais toujours publique. Dylan s'assit sur l'un des canapés en vinyle bleu, les jumelles s'installant immédiatement de chaque côté de lui, comme si elles avaient peur d'être séparées. « J'ai faim » murmura Leia après presque une heure d'attente silencieuse. Dylan réalisa qu'au milieu de l'urgence, personne n'avait pensé à la nourriture. Quelle heure était-il ? Il était déjà 3 heures. Elle n'avait probablement pas déjeuné. « Allons manger quelque chose » dit-il en se levant. « Ensuite, nous pourrons demander des nouvelles de votre mère. » À la cafétéria de l'hôpital, les jumelles mangèrent en silence, leurs yeux se tournant occasionnellement vers Dylan comme si elles avaient peur qu'il disparaisse aussi. « Vous avez été très courageuse aujourd'hui » essaya-t-il de les distraire. « Surtout toi, Sophie, en venant me trouver seule. Maman dit qu'il faut être courageux, » répondit-elle en tripotant sa paille. « Mais j'avais peur. » « Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur, » dit Dylan. « Cela signifie faire ce qui doit être fait, même quand on a peur. » Les filles y réfléchirent, hochant lentement la tête. Lorsqu'ils retournèrent dans la salle d'attente, un médecin les attendait. « Monsieur Carter » demanda-t-il en tendant la main. « Docteur Mercer. Je m'occupe de mademoiselle Whitman. »« Comment va-t-elle » demanda immédiatement Dylan. Le médecin jeta un bref coup d'œil aux jumelles avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « Elle a une infection bactérienne grave, probablement issue d'une grippe banale. Sa fièvre est très élevée, mais nous avons commencé des antibiotiques puissants. Nous la garderons hospitalisée pour observation. »« On peut la voir » demanda Leia, sa voix petite mais pleine d'espoir. Le médecin sourit gentiment. « Pas encore, ma puce. Ta maman dort maintenant à cause des médicaments.
Peut-être demain, quand elle sera plus stable. Va-t-elle guérir? Insista Sophie, ses yeux fixés sur ceux du médecin comme pour y chercher le moindre signe de mensonge. Nous le croyons, répondit-il honnêtement. Elle est jeune, bien qu'elle soit assez faible, elle semble être une personne forte. Les jumelles absorbèrent cela avec la résignation d'enfants qui ont appris que tout ne se passe pas comme ils le veulent. Où allons-nous rester? Demanda Sophie en regardant Dylan avec des yeux anxieux. La question le prit au dépourvu. Il n'y avait pas pensé. Mais une chose était certaine, il ne les laisserait pas seuls. Nous resterons ici, répondit-il fermement. Nous attendrons ici, à l'hôpital, jusqu'à ce que nous puissions voir votre mère. Et vous? Leia regarda Dylan. Allez-vous partir? La vulnérabilité de cette simple question frappa Dylan comme un coup de poing. Combien de fois ces filles avaient-elles été laissées? Combien d'adultes en qui elles avaient confiance avaient disparu? Non, répondit-il, se surprenant de la certitude dans sa voix. Je ne vais nulle part. Je resterai avec vous. Les expressions identiques de soulagement sur les visages des filles lui brisèrent presque le cœur. Les heures suivantes s'écoulèrent lentement. L'agitation à l'hôpital diminua à mesure que la nuit tombait. Les jumelles, épuisées par les événements de la journée, s'assoupirent sur le canapé de la salle d'attente, utilisant les vestes que Dylan avait trouvées comme couvertures improvisées. Leia fut bientôt profondément endormie, serrant son ours en peluche. Sophie lutta contre le sommeil, ses yeux lourds s'ouvrant occasionnellement pour vérifier si Dylan était toujours là. « Dors » murmura-t-il doucement. « Je ne vais nulle part. » Elle hocha la tête, somnolente, et finit par céder, sa respiration devenant profonde et régulière. Dylan les regardait toutes les deux, ressentant un mélange d'admiration et de tristesse. Si jeune pour porter de tels soucis, si petite pour connaître déjà la peur d'être abandonnée. Périodiquement, il se rendait au poste des infirmières pour demander des nouvelles de Rachel. Stable, lui disait-on. Sa fièvre baisse. Elle se repose. Vers minuit, une infirmière s'approcha de lui, une femme plus âgée à l'air maternel mais efficace. Monsieur Carter? Madame Whitman est réveillée. Elle a demandé après ses filles. Dylan regarda les jumelles endormies. Elles viennent de s'endormir. Je ne veux pas les réveiller. L'infirmière hocha la tête, compréhensive. C'est mieux de les laisser se reposer. Mais, hésita-t-elle, Madame Whitman a aussi demandé après vous. Dylan sentit une étincelle de surprise. Moi? Oui. Elle semblait préoccupée de savoir si vous étiez toujours là avec les filles. Jetant un dernier regard à Sophie et Leia, s'assurant qu'elles étaient confortables, il suivit l'infirmière. La chambre de Rachel était silencieuse, à l'exception du bip rythmique des moniteurs. Des lumières douces illuminaient son visage, toujours pâle mais plus fiévreux. Des perfusions délivraient des liquides et des médicaments à son bras mince. Quand Dylan entra, ses yeux s'ouvrirent lentement. Ils se fixèrent sur lui avec une clarté absente plus tôt, la brume de la forte fièvre s'était levée. Les filles, fut la première chose qui quitta ses lèvres sèches. Elles dorment dans la salle d'attente, répondit Dylan en s'arrêtant à une distance respectueuse. Elles vont bien. Inquiète pour vous, mais bien. Rachel hocha légèrement la tête, semblant soulagée. Puis l'inquiétude revint sur ses traits. Vous auriez pu partir, dit-elle, sa voix faible mais ferme. Vous en avez déjà fait plus qu'assez. Je ne pouvais pas les laisser seuls, répondit-il simplement. Rachel l'étudia un long moment, comme pour résoudre une énigme complexe. Pourquoi? Demanda-t-elle finalement. Pourquoi faites-vous ça? Une question simple, mais Dylan savait qu'elle portait le poids d'années de déception et d'abandon. Parce que personne ne devrait traverser ça seul, dit-il sincèrement. Et parce que vos filles sont incroyables. Et parce que... Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Parce que parfois, les gens ont juste besoin que quelqu'un reste. Rachel ferma brièvement les yeux, comme si ces mots étaient trop lourds à traiter dans son état affaibli. Je ne peux pas rester ici, murmura-t-elle. Je ne peux pas payer. Je n'ai pas d'assurance qui couvre ça. Ne vous inquiétez pas de ça maintenant, l'interrompit doucement Dylan. Reposez-vous, c'est tout. Je m'occuperai des filles. Une promesse simple, directe. Pas de grandes déclarations ni d'offres élaborées. Juste l'assurance que, pour ce moment, elle n'était pas seule. Rachel le regarda attentivement, comme pour y chercher de la malhonnêteté ou des arrière-pensées. Elle ne trouva que de la sincérité. Merci, chuchota-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Reposez-vous, répéta Dylan.
Je veillerai sur les filles. Nous serons là quand vous vous réveillerez. Elle hocha la tête, les yeux se fermant déjà, l'épuisement et les médicaments la ramenant au sommeil dont elle avait désespérément besoin. Dylan sortit discrètement, retournant dans la salle d'attente où dormaient les jumelles. Il s'assit sur le canapé à côté d'elle, se préparant pour une longue nuit. Un membre du personnel de l'hôpital lui offrit une couverture et un oreiller, qu'il accepta d'un silencieux signe de tête en remerciement. Alors qu'il s'installait pour ce qu'il savait être une nuit inconfortable, Dylan réfléchit à la façon dont la vie pouvait changer en un instant. Une semaine plus tôt, il ne connaissait ni Rachel Whitman ni ses filles. Il n'avait aucune idée que ces 3 vies interconnectées existaient, luttant pour s'en sortir dans un monde souvent hostile. Maintenant, il était là, dans une salle d'attente d'hôpital, veillant sur 2 petites filles qui lui faisaient suffisamment confiance pour dormir à ses côtés, liées par une promesse faite à une femme qui, jusqu'à récemment, le voyait avec suspicion et ressentiment. La vie était étrange, imprévisible. Les jumelles s'agitèrent dans leur sommeil, Sophie marmonnant quelque chose d'inintelligible. Dylan ajusta la couverture sur elle, plus doucement qu'il ne se serait jamais cru capable de le faire. Il ne savait pas ce qui se passerait demain, ni le jour d'après, ni quand Rachel serait rétablie. Il ne savait pas comment il expliquerait ces journées d'absence du travail, ni quelles répercussions il pourrait y avoir. Il ne savait pas si Rachel accepterait son aide une fois qu'elle serait assez forte pour la refuser de nouveau. Il savait seulement que, pour l'instant, il était exactement là où il devait être. Pour la première fois, quelqu'un restait, tout simplement. L'hôpital avait ses propres rythmes, Dylan le découvrit bientôt. L'effervescence organisée des matins où les médecins faisaient leur tournée, le calme relatif des après-midi où les visiteurs remplissaient les couloirs de voix basse et de pas prudents, l'immobilité particulière des nuits rompue seulement par les murmures des infirmières et le bip constant des moniteurs. Après 3 jours, Rachel fut transférée dans une chambre normale. Son corps répondait bien aux antibiotiques, la fièvre enfin maîtrisée, bien qu'une faiblesse persistât. Les médecins évoquèrent une sortie prochaine si son état continuait de s'améliorer. Dylan établit une routine. Le matin, il gérait les affaires les plus urgentes par téléphone ou par email, donnant des instructions précises à ses assistants. En début d'après-midi, il arrivait à l'hôpital avec quelque chose à la main, un livre pour les jumelles, un simple bouquet pour la chambre de Rachel, ou de la nourriture meilleure que celle de la cafétéria. Les filles l'attendaient avec une anticipation croissante, postées près de la porte ou à la fenêtre donnant sur le couloir, alerte au moindre signe de son arrivée. « Dylan !» criait inévitablement Leia en le voyant, courant vers lui, toute réserve initiale oubliée. Sophie maintenait un peu plus de contenance, attendant qu'il entre avant de le serrer dans ses bras. Mais elle le serrait. Son petit corps se pressant contre lui dans un geste de confiance retrouvée. Rachel observait ses interactions depuis son lit, son expression soigneusement neutre au début. Il y avait une tension dans ses yeux, comme si elle s'attendait à ce que tout se révèle être une imposture. Mais au fil des jours, cette tension laissa place à quelque chose de plus difficile à nommer. Pas tout à fait de la confiance, mais peut-être une suspension temporaire de la méfiance. Un jour, Dylan apporta un jeu de société, quelque chose d'assez simple pour des enfants de 8 ans. « Je n'ai jamais joué à ça », admit Sophie en examinant les pièces colorées. « Je vais vous apprendre », proposa Dylan en s'asseyant sur le petit espace au pied du lit de Rachel. Ce n'est pas difficile. Les jumelles s'installèrent à côté de leur mère, qui se décala légèrement pour leur faire de la place, réprimant une petite grimace de douleur, mais pas assez vite pour échapper au regard de Dylan. « Devrions-nous jouer à la table » suggéra-t-il, préoccupé. « Pour vous donner plus d'espace pour vous reposer. »« Je vais bien », répondit Rachel, sa première contribution volontaire à la conversation depuis son arrivée. « J'aimerais regarder la partie aussi. » Cette simple phrase, un aveu qu'elle voulait participer, même en tant que spectatrice, ressemblait à une petite victoire. Dylan esquissa un bref sourire et commença à expliquer les règles. La partie progressa au rythme des rires des jumelles et des commentaires occasionnels de Rachel, aidant généralement ses filles avec des stratégies ou leur rappelant des règles qu'elles venaient d'apprendre. C'était presque une scène de famille normale, n'eût été le cadre hospitalier et l'histoire compliquée qui les avait amenés là. À un moment donné, alors que Sophie applaudissait un coup particulièrement réussi, Dylan surprit Rachel en train de le regarder, lui, pas les jumelles. Il n'y avait aucune hostilité dans son regard, seulement une sorte d'évaluation silencieuse. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, elle ne détourna pas immédiatement le regard comme elle l'aurait fait quelques jours auparavant.
Elle soutint son regard pendant quelques secondes, puis se retourna vers le jeu, un léger hochement de tête presque imperceptible étant la seule reconnaissance du moment qu'ils avaient partagé. Le lendemain, Dylan apporta des livres, un pour chaque jumelle, soigneusement sélectionnés après avoir remarqué leur centre d'intérêt. Pour Leia, un volume coloré de contes de fées réinventés avec des illustrations vibrantes. Pour Sophie, plus réservée et réfléchie, une histoire sur une fille qui découvre un monde secret dans son grenier. « Comment savais-tu que j'aimerais ça ?» demanda Sophie en feuilletant les pages avec une admiration sincère. Dylan sourit. « Tu me rappelles un peu le personnage principal. Observatrice, curieuse. » Sophie savoura le compliment avec un petit sourire fier. « Merci, » dit Rachel lorsque les filles furent absorbées par les livres, sa voix basse, presque hésitante, comme si elle testait encore la sensation de gratitude. « De rien, » répondit simplement Dylan, ne faisant aucun cas du moment. Les jours suivirent leur cours. Les visites de Dylan devinrent partie intégrante de la routine dans la chambre 312. Les infirmières le saluaient par son nom, certaines lui gardant même le fauteuil le plus confortable lorsqu'elles savaient qu'il était en route. Un après-midi, il apporta son ordinateur portable, à la demande des jumelles, leur montra des photos d'endroits qu'il avait visités, montagnes enneigées, plages de sable blanc, villes anciennes à l'architecture de contes de fées. « On pourra y aller un jour ?» demanda Leia en désignant une photo de dauphins sautant dans des eaux turquoises. La question resta en suspens, chargée d'implications. C'était un « on » qui incluait Dylan. C'était l'espoir d'un avenir au-delà de l'hôpital. « Peut-être », répondit Dylan prudemment, conscient du regard de Rachel. Le monde est plein d'endroits incroyables à voir. Plus tard dans la journée, après que les jumelles furent parties avec une bénévole de l'hôpital chercher des glaces, Rachel rompit le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Vous n'avez pas à répondre à leurs questions sur l'avenir, » dit-elle, sa voix empreinte de plus de résignation que d'amertume. « Ce sont des enfants. Elles ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. » Dylan réfléchit à ces mots avant de répondre. « Et comment fonctionnent les choses, Rachel ?» Elle détourna le regard vers la fenêtre, où la lumière de l'après-midi dessinait des motifs sur le linoléum. « Les gens aident quand c'est pratique. Puis ils continuent leur vie. » La simplicité de cette déclaration, la certitude calme de quelqu'un qui connaît la douleur de l'abandon, toucha profondément Dylan. « Pas toujours, » dit-il. Rachel n'argumenta pas, mais son silence en disait long sur son scepticisme. Lorsque les jumelles revinrent, portant une glace supplémentaire pour Dylan, on a choisi chocolat parce que tout le monde aime le chocolat. La conversation resta en suspens. À la veille de sa sortie, Dylan arriva plus tôt que d'habitude. Il trouva Rachel assise sur le bord du lit, essayant de plier les quelques vêtements qu'elles avaient apportés de la maison. « Laissez-moi vous aider », proposa-t-il en s'avançant pour ramasser l'un des petits t-shirts de Leia. Étonnamment, Rachel ne protesta pas. Elle se décala simplement, lui faisant de la place pour s'asseoir. Ils plièrent les vêtements ensemble en silence, pendant que les jumelles coloriaient des cahiers d'activités qu'une infirmière leur avait donnés. « Merci », dit doucement Rachel après quelques minutes. « Pas seulement pour ça. Pour tout. » Elle fit un geste vague, comme pour englober tout, l'hôpital, les soins aux filles, sa présence constante. « De rien, » dit Dylan, comprenant tout ce qui n'était pas dit. Alors qu'il s'apprêtait à partir plus tard dans la nuit, Rachel fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit la main et lui toucha brièvement le bras, le contact physique le plus direct qu'elle ait jamais initié. « À demain, » dit-elle, pas comme une question, mais pas tout à fait comme une affirmation non plus. Il y avait une vulnérabilité déguisée, une invitation hésitante. « À demain », confirma Dylan. Sur le chemin du retour à l'hôtel, il réalisa qu'il souriait sans raison apparente. Quelque chose changeait, lentement et silencieusement, comme des plaques tectoniques se déplaçant imperceptiblement sous la surface de la Terre. Des liens se formaient, invisibles mais indéniables, entre deux personnes que le destin avait placées dans des mondes séparés, et entre un homme seul et deux petites filles qui, sans le savoir, comblaient un vide dont ils n'avaient pas conscience. Le jour de la sortie de Rachel arriva avec un soleil d'une force inattendue pour cette période de l'année. Dylan se gara devant l'hôpital à 10 heures précises du matin, comme convenu. Sur la banquette arrière de sa voiture se trouvaient 2 sièges auto pour enfants qu'il avait achetés la veille. Dans la chambre 312, il trouva les jumelles prêtes, sac à dos sur les épaules, ours en peluche fermement serrés dans leurs petites mains. Rachel était assise au bord du lit, portant ses propres vêtements au lieu d'une blouse d'hôpital, un jean simple et un chemisier bleu délavé. Elle paraissait plus mince qu'avant, nota Dylan,
les vêtements légèrement amples sur sa silhouette. « Prête ?» demanda-t-il en essayant de garder un ton léger. Rachel hocha la tête, visiblement mal à l'aise. « Pas de douleur physique, réalisa Dylan, mais avec la situation, la dépendance, le besoin d'accepter de l'aide. »« Les filles sont très excitées de rentrer à la maison, » répondit-elle en éludant une réponse directe. Une infirmière apparut avec un fauteuil roulant, procédure standard pour les sorties d'hôpital. Rachel le regarda comme si c'était une insulte personnelle. « Je n'en ai pas besoin, » dit-elle en tentant de se lever seule. « Maman, » intervint Sophie avec un sérieux qui semblait trop grand pour son petit gabarit. « Le docteur a dit que tu dois encore te reposer. » Dylan observa l'échange entre mère et fille, la réticence chez Rachel, l'inquiétude chez Sophie. C'était presque comme si leur rôle était inversé, l'enfant prenant soin de l'adulte. « D'accord, » concéda finalement Rachel en s'abaissant dans le fauteuil roulant avec un déplaisir évident. La sortie de l'hôpital fut silencieuse. Bien que les jumelles fussent excitées, elles semblaient sentir la tension de Rachel et devinrent inhabituellement silencieuses. Dylan les conduisit au parking, aidant Rachel à s'installer sur le siège passager pendant qu'il installait les filles dans leur nouveau siège auto. « Ces sièges sont neufs ?» demanda Sophie, toujours observatrice. « Ils le sont, » répondit simplement Dylan en ajustant sa ceinture de sécurité. « Pour nous ?» persista-t-elle. Dylan sourit. Pour qui d'autre serait-il? Le trajet de retour à la maison des Whitman fut principalement rempli par la voix excitée de Leia, désignant tout ce qu'elle voyait par la fenêtre comme si elle redécouvrait le monde après avoir été confinée à l'hôpital. Rachel resta silencieuse, regardant le paysage défiler, fermant occasionnellement les yeux lorsque la voiture cahotait. Quand ils arrivèrent, Dylan remarqua que Rachel hésitait. Sa maison, autrefois un refuge, présentait maintenant un défi physique. Des marches à monter, des repas à cuisiner, des responsabilités à reprendre. « Je vais vous aider à vous installer », proposa-t-il d'un ton décontracté, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Rachel ne répondit pas immédiatement, son regard fixé sur la petite structure en briques. « D'accord, » dit-elle finalement, et Dylan comprit combien ce simple accord lui coûtait. Les jumelles coururent en avant, impatientes de revoir leur maison. Dylan offrit son bras à Rachel pour l'aider à monter les marches d'entrée. Après un instant d'hésitation, elle accepta. Son contact était léger, juste assez pour garder l'équilibre, mais Dylan sentit le poids symbolique du geste. La maison était exactement comme elle l'avait laissée des jours auparavant. Petite, modeste, mais impeccablement propre et organisée. Les sacs de provisions que Dylan avait apportés avant l'hospitalisation de Rachel étaient encore partiellement visibles dans le placard de la cuisine. « Je vais lui préparer quelque chose à manger », décida Dylan en se dirigeant naturellement vers la cuisine. Rachel le suivit, s'appuyant légèrement sur les meubles pour se déplacer. « Vous n'avez pas à le faire, » dit-elle, mais sans sa fermeté habituelle. « Je sais, » répondit-il en ouvrant déjà le réfrigérateur pour voir ce qui était disponible. « Mais je veux le faire. » Les jumelles entrèrent dans la cuisine, ayant déjà déposé leur sac à dos quelque part ailleurs dans la maison. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la facilité avec laquelle elles reprenaient leur routine, comme si les jours d'hôpital n'avaient été qu'une brève interruption. « Je peux aider ?» proposa Sophie en s'approchant de Dylan. « Moi aussi » ajouta Leia, ne voulant pas être en reste. « Bien sûr » sourit Dylan. « Sophie, pourrais-tu prendre les assiettes ? Leia, les fourchettes et les couteaux. » Observant ses filles s'atteler avec enthousiasme aux tâches, Rachel s'assit à la petite table de la cuisine. Quelque chose dans son expression, un mélange de gratitude et d'appréhension, indiquait clairement qu'elle était témoin de quelque chose à la fois précieux et périlleux. Le déjeuner fut simple, sandwich, soupe réchauffée, quelques fruits. Ils mangèrent ensemble, les jumelles animant la conversation avec des histoires d'hôpital, d'infirmières gentilles et de glaces de la cafétéria. Après le repas, Dylan insista pour que Rachel se repose. Elle ne lutta pas trop, la fatigue du trajet et le stress émotionnel étaient évidents. Les jumelles, de leur côté, étaient trop excitées, montrant à Dylan chaque coin de la maison, leurs jouets préférés, leurs livres, les photos scotchées au mur de leur chambre. Quand le soleil commença à se coucher, Dylan prépara un dîner léger. Il appela les filles pour l'aider à mettre la table, créant à nouveau un sentiment de normalité et de routine. Rachel réapparut, l'air un peu plus reposé. Il y avait quelque chose de différent dans son attitude, une résolution tranquille, comme si elle avait pris une décision pendant sa sieste. Après le dîner, pendant que les jumelles allaient se brosser les dents et se préparer pour le lit,
Rachel et Dylan se retrouvèrent seuls dans le petit salon. Le silence entre eux n'était plus aussi inconfortable qu'au début, mais il portait toujours un poids indéfini. « Je ne comprends pas », dit finalement Rachel, sa voix basse, presque pour elle-même. « Pourquoi vous continuez à venir ici ?» Ce n'était pas exactement une question, mais Dylan sentit qu'elle méritait une réponse. « Parce que je veux aider », dit-il simplement. Rachel secoua légèrement la tête. Personne n'aide sans raison. Il y avait une triste certitude dans ces mots, clairement nés d'expériences douloureuses. « Quelle serait ma raison, alors ?» demanda doucement Dylan. Rachel leva les yeux pour le regarder directement. « C'est ce que j'essaie de comprendre. » Un autre silence s'installa, plus lourd que le précédent. Dylan n'essaya pas de le combler, respectant le processus de Rachel. « Je travaillais dans un manoir, » dit-elle brusquement, sa voix étonnamment stable. Avant la naissance des filles. Femme de ménage, cuisinière, ce dont ils avaient besoin. La famille était riche, puissante. Le plus jeune fils? Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Quand je suis tombée enceinte, ils m'ont renvoyée. Sans avertissement, sans référence, rien. Jeté comme une ordure qui pourrait tacher leur réputation. Dylan resta immobile, conscient du privilège d'entendre cette histoire, conscient de ce qu'il en coûtait à Rachel de la partager. J'ai essayé de les poursuivre en justice. Menaces, avocats, intimidation. Un sourire amer courba ses lèvres. J'ai vite appris comment fonctionne le monde. Depuis, j'ai appris à survivre. Seul. Le dernier mot portait tant de poids, tant d'histoires non racontées. Seul, même avec 2 filles à élever. Seul contre un système qui favorisait les puissants. Seul dans sa méfiance envers toute aide offerte. Et puis vous apparaissez, continua-t-elle en étudiant la réaction de Dylan. Riche, généreux, intéressé par les filles. Et je me demande, que voulez-vous en retour? La franchise de sa question était brute, douloureuse, mais aussi libératrice. Tout était enfin sur la table. Je ne suis pas venu ici pour vous sauver, Rachel, répondit Dylan après un moment. Je ne suis pas ici pour être un héros ou pour me sentir mieux dans ma peau. Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. Je veux juste être là, si vous me le permettez. Sans attente, sans condition. Rachel l'étudia un long moment, comme si elle pouvait déchiffrer des vérités cachées par l'intensité de son regard. Les filles vous aiment bien, dit-elle finalement. Je les aime bien aussi, répondit sincèrement Dylan. Ce sont des enfants extraordinaires. Le bruit des jumelles revenant de la salle de bain rompit le moment. Leia arriva en courant, déjà en pyjama, les cheveux humides d'avoir été lavés. Tu nous raconteras une histoire? Demanda-t-elle à Dylan avec l'aisance de quelqu'un qui considérait déjà sa présence comme acquise. Rachel observa la scène, l'espoir sur les visages de ses filles, la douceur avec laquelle Dylan répondait. Son expression s'adoucit, presque imperceptiblement. Juste une, accepta-t-elle, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Ensuite, au lit. Alors que Dylan suivait les filles dans leur chambre, il sentit le regard de Rachel le suivre. Il n'y avait plus l'hostilité initiale, ni la méfiance tranchante. Juste une observation, prudente, mais avec une légère ouverture, comme une porte qui, après des années verrouillées, s'entr'ouvre enfin pour laisser entrer un peu de lumière. Le hall de l'hôtel Breeze était silencieux lorsque Dylan arriva. Le portier de nuit lui fit un signe de tête discret alors qu'il traversait le foyer en direction de l'ascenseur privé menant directement aux pentouses. À un moment donné, au cours des dernières semaines, il avait cessé d'enregistrer ces petits gestes de déférence qui avaient toujours ponctué sa vie. L'ascenseur monta silencieusement, les chiffres illuminés marquant l'ascension, 5, 6, 7. Chaque étage l'éloignait davantage du monde d'en bas, du modeste appartement qu'il venait de quitter, où se trouvaient Rachel et les jumelles. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le vaste penthouse, Dylan hésita avant de sortir. Pendant un instant fugace, presque imperceptible, il se sentit comme un visiteur dans son propre domaine. Le penthouse était impressionnant à tous points de vue, spacieux, élégant, minimaliste sans être froid. De grandes baies vitrées encadraient la ville nocturne, ses lumières scintillant comme des étoiles artificielles, une œuvre d'art vivante en mouvement constant. Dylan se dirigea vers le bar, se versa un whisky, puis s'arrêta, le verre à la main, absorbant le silence. Pas le même silence qu'il avait trouvé dans la maison de Rachel, après que les jumelles se soient couchées. Là-bas, le silence semblait vivant. Petit bruit de la vieille maison, respiration douce des enfants endormis, craquement occasionnel du bois. Un silence habité.
Ici, le silence était différent, parfait, fabriqué, isolé du monde par la conception architecturale et le privilège financier. Il erra lentement dans les pièces, comme s'il les voyait vraiment pour la première fois. Le salon avec son canapé italien qui n'avait jamais accueilli de réunion d'amis. La cuisine gastronomique où il cuisinait rarement. La chambre principale avec son lit king size impeccablement fait par le personnel de l'hôtel chaque matin, qu'il soit utilisé ou non. S'arrêtant devant l'une des fenêtres, Dylan contempla la vue pour laquelle il payait une petite fortune. La ville s'étendait en dessous, sa forme définie par des routes illuminées et des bâtiments chatoyants. Au loin, presque hors de vue, se trouvait le quartier où vivaient Rachel et les jumelles, trop petits pour être discernés de cette hauteur. Le contraste ne pouvait être plus clair. Ici, en haut, se trouvait tout ce que l'argent pouvait acheter. En bas, une famille luttait pour payer les factures, acheter du pain, survivre avec dignité. Il se souvint des mots de Rachel. Quand je suis tombée enceinte, ils m'ont renvoyé, ils m'ont jeté. Combien de fois, au cours de ces années d'affaires, avait-il vu des histoires similaires? Des employés licenciés parce qu'ils étaient gênants, des gens traités comme des pièces remplaçables dans une machine plus grande. Combien de fois avait-il détourné le regard, acceptant de telles pratiques comme étant simplement la façon dont le monde fonctionne? Dylan s'affaissa sur le canapé, le whisky toujours intact à la main. De manière inattendue, il se souvint de la voix de Leia demandant une histoire pour s'endormir, ses grands yeux confiants fixés sur lui. Il se souvint de Sophie corrigeant sa sœur sur un détail, toujours vigilante, toujours protectrice malgré son âge. Il se souvint de l'expression de Rachel alors qu'elle les regardait ensemble, prudente, évaluatrice, mais plus hostile. Un léger rire s'échappa de ses lèvres, résonnant étrangement dans l'espace vide. Quelle ironie! Lui, Dylan Carter, dont les décisions impactaient des marchés entiers, dont le nom ouvrait des portes, dont la fortune pouvait acheter presque n'importe quoi, cherchant l'acceptation d'une famille qui pouvait à peine payer ses factures. Il prit une gorgée de whisky, sentant le liquide ambré brûler doucement sa gorge. « Je n'ai jamais eu de famille, murmura-t-il au vide. J'ai seulement appris à vivre seul. » Prononcés à voix haute pour la première fois, les mots portaient un poids surprenant. C'était vrai, réalisa-t-il. Orphelin élevé par des tuteurs distants et dans des internats, il avait appris très tôt à ne compter que sur lui-même, à considérer les relations comme des transactions, à maintenir une distance émotionnelle comme stratégie de survie. Sa vie d'adulte n'avait fait que renforcer ses leçons. Dans les affaires, sa réputation de négociateur impitoyable était presque légendaire. Même ses quelques amis ne connaissaient que le Dylan public, contrôlé, prospère. Il se permettait rarement d'être vulnérable. Et maintenant, il était attiré par une famille qui n'offrait rien d'autre qu'elle-même. Pas de relations utiles, pas d'avantages stratégiques, pas de bénéfices tangibles. Juste 2 filles au sourire facile et une femme dont la méfiance avait été sculptée par la dureté de la vie. Il se leva, retournant à la fenêtre. Cette fois, il essaya d'imaginer la vue depuis le petit appartement de Rachel. Comment serait-ce de regarder ces gratte-ciels lointains, chaque lumière représentant quelqu'un avec plus de ressources, plus d'opportunités, plus de sécurité? Un sentiment étrange se forma dans sa poitrine. Pas exactement de la culpabilité, mais une sorte de compréhension tardive. Pendant des années, il avait cru que la hauteur le protégeait, que la distance était synonyme de pouvoir. Maintenant, il commençait à réaliser que cela signifiait aussi l'isolement. Le Penthouse, qui avait toujours été son refuge, lui parut soudain trop grand, trop vide. Il manquait quelque chose d'essentiel, le bruit de petits pas courant dans le couloir, des rires spontanés, même l'attention de conversations difficiles. Il manquait de vie. Dylan finit son verre et le posa sur la table basse. Demain, il y retournerait. Il apporterait quelque chose pour le dîner, aiderait peut-être les jumelles à une tâche quelconque. Peut-être que Rachel le laisserait rester un peu plus longtemps. Peut-être qu'avec le temps, il pourrait prouver que tous les hommes riches ne jettent pas les gens quand ils deviennent gênants. C'était un début modeste, sans grande promesse ni proclamation spectaculaire. Juste une décision tranquille de continuer à se présenter, de continuer à être là. Il se dirigea vers la chambre, déboutonnant sa chemise en marchant. Le silence le suivait, comme toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas en paix avec lui. Pour la première fois, le silence ressemblait moins à un luxe qu'à une absence. Dans le lit king size, allongé seul sous le haut plafond, Dylan resta éveillé longtemps. Ses pensées dérivèrent à travers la ville, descendant de l'hôtel luxueux au petit appartement où dormaient 3 personnes, une famille unie par des liens qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter.
La lueur numérique de l'horloge de chevet marquait le lent passage des heures. 2 heures du matin, 3 heures. Finalement, les lumières de la ville commencèrent à s'éteindre une par une. Dylan regarda cet assombrissement lent, pensant que les lumières les plus importantes, celles cachées dans de petites maisons, dans des sourires sincères, dans des gestes de confiance durement gagnés, ne pouvaient pas être vues de son point de vue privilégié. Il ferma enfin les yeux, laissant le silence du Penthouse l'envelopper. Demain, il redescendrait. Demain, pendant quelques heures, il échangerait tout ce luxe silencieux contre le chaos bruyant d'un petit appartement, où pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne se sentait pas seul. Une semaine s'était écoulée depuis le retour de Rachel à la maison après l'hôpital. Dylan tenait parole, passant quotidiennement avec des provisions ou des repas préparés, aidant aux petites tâches ménagères et passant du temps avec les jumelles. La tension initiale s'était apaisée pour laisser place à une routine presque confortable, bien qu'il y eût encore des moments d'hésitation des deux côtés. Ce samedi matin-là, Dylan arriva plus tôt que d'habitude. Il ne portait qu'un mince dossier sous le bras au lieu de ses sacs de courses habituels. Rachel remarqua immédiatement la différence lorsqu'elle ouvrit la porte. « Bonjour », salua-t-il, une subtile formalité dans son ton qui n'était pas là auparavant. « Bonjour », répondit Rachel en s'écartant pour le laisser entrer. Son regard se posa brièvement sur le dossier, mais elle ne posa pas de questions à ce sujet. Les jumelles dormaient encore, profitant de la liberté du week-end. La maison était silencieuse, baignée par la douce lumière matinale filtrant à travers les fins rideaux. « Un café ?» proposa Rachel en se dirigeant vers la cuisine. Sa mobilité s'était grandement améliorée, bien qu'elle se déplaçât encore avec prudence. « Merci », accepta Dylan en la suivant. La petite cuisine, avec son sol usé mais d'une propreté impeccable, était devenue le théâtre de nombreuses conversations prudentes ces dernières semaines. C'était là que Rachel se sentait le plus à l'aise, son domaine, sa place. Pendant qu'elle préparait le café dans la vieille machine, Dylan s'assit à la table ronde, posant soigneusement le dossier à côté de lui. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais il portait une certaine attente. « Vous avez meilleure mine », observa-t-il en remarquant ses mouvements plus fluides. « C'est vrai », acquiesça-t-elle en versant 2 tasses de café. Les médicaments ont aidé. C'était une conversation anodine, mais tous deux savaient qu'il n'était pas venu si tôt, dossier en main, juste pour ça. Rachel s'assit en face de lui, les mains autour de sa tasse de café comme pour y chercher de la chaleur. Ses yeux se fixèrent finalement sur le dossier. « Vous avez quelque chose à me dire », affirma-t-elle, non pas comme une question. Dylan hocha la tête, prenant une gorgée de café avant de répondre. « Il y a un poste vacant à la blanchisserie de l'Hôtel Brise », dit-il directement. « Stable, sûr, avec des avantages sociaux. » Il marqua une pause, évaluant sa réaction. « Ce n'est pas de la charité. C'est votre choix. » Rachel s'immobilisa, les yeux fixés sur la tasse de café. Dylan pouvait presque voir la bataille sur son visage. Méfiance contre besoin, fierté contre pragmatisme. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement en levant les yeux. « Parce que vous méritez un nouveau départ, » répondit-il simplement. « Parce que vous êtes qualifié. Parce que vous avez besoin de stabilité. » Rachel secoua légèrement la tête, pas en signe de refus, mais comme pour trier ses pensées. « L'hôtel vous appartient, » dit-elle sans accusation, énonçant simplement un fait. « Les gens vont parler. Je suis l'un des investisseurs, » corrigea doucement Dylan. « Je ne suis pas impliqué dans les opérations quotidiennes. La décision d'embauche reviendrait à Margaret, la responsable des RH. Elle a besoin de quelqu'un de fiable et d'efficace. » Rachel se leva brusquement, se déplaçant vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, le petit jardin arrière baignait dans le soleil matinal. Elle resta là un instant, dos à Dylan. « J'ai déjà 2 emplois, » dit-elle d'une voix lointaine. « Le magasin et le nettoyage au bureau. »« Je sais. Je vois à peine les filles. »« Je le sais aussi. » Rachel se tourna lentement, son expression un mélange complexe d'émotions. « Combien ça paie ?» demanda-t-elle, pratique, terre à accent grave terre. Dylan nomma un montant juste, compétitif, pas si élevé qu'il puisse paraître comme une charité déguisée. Il vit les yeux de Rachel faire de rapides calculs, réarrangeant mentalement budget et possibilités. Le bruit de petits pas interrompit le moment. Sophie apparut dans l'embrasure de la cuisine, toujours en pyjama, les cheveux ébouriffés, les yeux endormis mais vigilants. « Bonjour », dit-elle en jetant un coup d'œil entre les adultes, percevant immédiatement l'atmosphère sérieuse. « Bonjour, ma chérie »,
répondit Rachel, son ton s'adoucissant automatiquement. Tu as faim? Sophie hocha la tête, mais son regard resta sur Dylan et le dossier sur la table. Toujours observatrice, rien ne lui échappait. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle directement. Rachel hésita, regardant de sa fille à Dylan, puis de nouveau à Sophie. Monsieur Carter me propose un travail, dit-elle honnêtement. À l'hôtel? Les yeux de Sophie s'écarquillèrent légèrement. On va vivre à l'hôtel? Un bref sourire effleura les lèvres de Rachel. Non, ma chérie. Je travaillerai là-bas, à la blanchisserie. Avant que Sophie ne puisse répondre, Leia apparut derrière elle, se frottant les yeux endormis. Dylan! S'exclama-t-elle, son visage s'illuminant immédiatement. Sans la réserve de sa sœur, elle courut le serrer dans ses bras. Dylan accepta l'étreinte avec un sourire, remarquant l'expression de Rachel. Elle ne semblait plus méfiante, juste prudente, avec une pointe de quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Prenons le petit déjeuner, décida Rachel en se retournant vers la cuisinière. Ensuite, nous parlerons davantage. Le petit déjeuner fut animé, les jumelles partageant des rêves élaborés et faisant des plans pour la journée. Dylan se joignit à la conversation, répondant à leurs questions, riant de leurs histoires. Mais il remarqua que Rachel était distante, perdue dans des considérations silencieuses. Plus tard, lorsque les filles coururent jouer dans le petit jardin arrière, Rachel parla enfin. Si j'accepte, serait-ce possible? Elle hésita, comme si les mots demandaient un effort physique. Serait-ce possible d'obtenir une avance? Juste une partie du premier salaire? Bien sûr, répondit Dylan avec désinvolture, comprenant à quel point il lui était difficile de demander. Je peux arranger ça aujourd'hui. Rachel hocha la tête, regardant par la fenêtre les jumelles jouer. Sophie mettait en place un jeu tandis que Leia sautillait avec enthousiasme autour d'elle. J'accepte, dit-elle fermement, les mots sortant avec force malgré la bataille interne évidente. Elle se tourna vers Dylan. Je suis fatiguée de simplement survivre. Je veux vivre avec dignité. La simplicité de cette déclaration portait le poids d'années de lutte, de choix difficiles, d'une fierté courbée mais jamais brisée. Quand puis-je commencer? Demanda-t-elle, la décision prise apportant une nouvelle détermination à sa posture. Lundi, répondit Dylan en sortant des documents de son dossier. Voici les détails. Service de 8h à 16h, du lundi au vendredi. Rachel prit les papiers, ses yeux les parcourant rapidement. Ça veut dire? Elle fit le calcul, que je peux aller chercher les filles à l'école tous les jours. Oui, confirma Dylan, remarquant à quel point ce détail semblait plus important que tout autre avantage. Elle resta silencieuse un moment, absorbant la réalité de ce changement qu'elle s'apprêtait à embrasser. Puis, de manière inattendue, elle tendit la main par-dessus la table. Merci, dit-elle simplement. Dylan lui serra la main, sentant les callosités sur ses doigts, les marques d'années de dur labeur. De rien. Les semaines suivantes apportèrent des changements subtils mais significatifs. Rachel s'adapta rapidement à son nouveau travail, son efficacité naturelle impressionnant même les collègues les plus expérimentés. Les jumelles semblaient plus légères, sachant que leur mère serait là à la fin de chaque journée d'école. Dylan gardait une distance respectueuse, ne passant que le samedi, apportant de petits cadeaux pour les filles, parlant avec Rachel de sujets quotidiens. Il ne mentionna jamais le travail lors de ses visites, ni le fait que son influence l'avait aidé à progresser rapidement dans la structure de la blanchisserie. 2 mois après ses débuts, un samedi après-midi particulièrement chaud, Rachel l'accueillit avec un regard différent, un mélange de fierté et d'anxiété. « J'ai trouvé un endroit », annonça-t-elle sans préambule, dès que les jumelles furent sorties jouer. Un appartement. Petit, mais avec 2 chambres. Dylan sentit un sourire sincère se former sur ses lèvres. « C'est formidable », répondit-il sincèrement. « C'est dans un immeuble correct », continua-t-elle, les mots sortant comme s'ils avaient été répétés. « Près de l'école des filles. J'ai réussi à économiser pour la caution avec ces 2 mois de salaire. » Il y avait une étincelle dans ses yeux que Dylan n'avait jamais vue auparavant. Un espoir simple, une fierté sincère. La simple joie d'une réussite bien méritée. « Quand emménagez-vous » demanda-t-il. « Le week-end prochain » répondit-elle. Puis, après une hésitation à peine perceptible, « si ce n'est pas trop demandé, nous aurions besoin d'aide pour quelques petites choses. » C'était la chose la plus proche d'une demande directe qu'elle ait jamais faite, et Dylan comprit la signification de ce minuscule acte de confiance. « Bien sûr » dit-il simplement.
Comptez sur moi. Le jour du déménagement se leva, radieux et prometteur. Dylan arriva tôt, trouvant les jumelles excitées et Rachel organisant les derniers cartons. La petite maison, qui n'avait jamais contenu beaucoup d'affaires, semblait étrangement vide. Nous n'avons pas grand-chose, nota Rachel en voyant son regard. Il n'y avait aucune honte dans sa voix, juste de l'acceptation. Ça facilite le déménagement, répondit-il naturellement. Ils travaillèrent ensemble, transportant les cartons et leurs quelques meubles dans le petit camion de location. Les jumelles aidaient avec les objets plus légers, courant avec enthousiasme entre la maison et le véhicule. Il y avait une légèreté dans l'air, la promesse d'un nouveau départ rendant même les tâches les plus ardues plus faciles. Le nouvel appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble modeste mais bien entretenu. Le vieil ascenseur ne pouvait accueillir que 2 personnes à la fois, transformant le processus de déchargement en une petite aventure logistique qui faisait glousser les jumelles à chaque voyage. Lorsque le dernier carton fut enfin déposé dans le salon, Rachel s'arrêta pour tout contempler. L'appartement était petit, un salon-cuisine compact, 2 minuscules chambres, une simple salle de bain. Les murs avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture, le sol stratifié montrait des signes d'usure par endroits, mais la lumière entrait généreusement par les fenêtres, et du petit balcon, on pouvait apercevoir un coin de ciel bleu. Les jumelles filaient partout, explorant, leur voix résonnant sur les murs encore nus, remplissant immédiatement l'espace de vie. Dylan se tenait près de l'entrée, laissant à Rachel l'espace de vivre ce moment. Il la regarda passer la main sur le comptoir de la cuisine, tester la solidité d'une étagère, ouvrir et fermer la porte de la chambre, petit geste de quelqu'un qui revendique son territoire. « Je peux installer quelques trucs avant de partir », proposa-t-il lorsqu'elle retourna au salon. Au cours des heures suivantes, Dylan monta une simple étagère, répara une charnière desserrée sur un placard de cuisine, accrocha des rideaux dans les chambres. Il travaillait discrètement, répondant aux questions occasionnelles des jumelles qui regardaient avec fascination, apprenant les noms des outils, offrant leur aide enfantine. Au moment où le soleil commençait à se coucher, baignant le salon d'une lumière dorée, la transformation était évidente. Ce n'était pas seulement les tâches physiques, il y avait quelque chose de plus subtil en jeu. L'appartement vide devenait un foyer. Les ours en peluche des jumelles trônaient désormais sur la petite étagère du salon. Les livres de Rachel, peu nombreux mais bien aimés, en garnissaient une autre. Une simple photo encadrée des jumelles reposait sur la table. Dylan rangea ses outils, sentant qu'il était temps pour lui de partir. C'était leur réussite, leur moment, leur espace. « Je crois que c'est tout pour l'instant », dit-il en se dirigeant vers la porte. Rachel l'accompagna tandis que les jumelles continuaient d'ouvrir avec enthousiasme leur trésor d'enfance. Coquillages d'une sortie, pierres colorées soigneusement conservées, dessins. Le couloir extérieur était silencieux, seule une radio lointaine provenant de l'appartement d'un voisin rompait le silence. « Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour nous, » dit Rachel, sa voix basse mais résolue, faisant un geste circulaire comme pour indiquer non seulement l'appartement, mais tout, le travail, l'aide, la présence constante. Dylan sourit, n'offrant aucune réponse verbale, sentant que tout mot diminuerait l'instant. Il hocha simplement la tête, reconnaissant le poids de sa déclaration. Pendant un instant, il resta là, regardant par-delà Rachel dans l'appartement. Les jumelles étaient retournées au salon, déballant une boîte de petits trésors enfantins. Rachel se tourna pour regarder aussi, voyant la même scène. Ce n'était qu'un début, Dylan le savait. Il y avait encore de nombreux défis à relever, de nombreux besoins non satisfaits, beaucoup d'histoires à surmonter. Mais à cet instant, en les regardant créer un foyer, il se sentit certain d'avoir contribué à quelque chose de précieux. Pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec présence et respect. D'un dernier signe de la main, il se tourna et descendit le couloir, les laissant à leur première nuit dans leur nouveau chez-soi. Ses pas résonnaient sur le carrelage, chacun l'éloignant physiquement, mais le rapprochant d'une manière ou d'une autre de cette petite famille qui, sans le savoir, avait commencé à combler les coins vides de sa propre vie. L'automne était arrivé, peignant les arbres de la ville de nuances de rouge et d'or. Les matins apportaient cette brume particulière, bientôt dissipée par le soleil, laissant l'air vif et frais. Dylan se réveilla tôt, comme chaque dimanche. La routine était presque un rituel maintenant, se lever avant 7 heures, prendre une longue douche, s'habiller de vêtements simples mais bien entretenus, puis descendre à la boulangerie près de l'hôtel. « L'habituel, Monsieur Carter ?» demanda le boulanger, mettant déjà dans un sac une fournée de pain artisanal fraîchement cuit, encore chaud du four. « Oui, s'il vous plaît. Et ces biscuits à la cannelle aussi. » C'était un autre élément du rituel,
les biscuits pour les jumelles, qui attendaient avec impatience son arrivée. Il ne se présentait jamais les mains vides, bien qu'il eût appris à garder les cadeaux modestes. Il ne s'agissait pas d'acheter de l'affection, il l'avait réalisé des mois plus tôt, il s'agissait de constance, de l'engagement à toujours être là, même avec de simples gestes. L'immeuble où vivaient Rachel et les filles n'avait rien de remarquable. 3 étages d'appartements modestes, une façade nécessitant une nouvelle peinture, un petit jardin commun que divers locataires entretenaient avec plus ou moins de soin. Mais pour Dylan, la simplicité avait sa propre sorte de beauté, au-delà de tout ce qu'un hôtel de luxe pouvait offrir. Il prit les escaliers au lieu de l'ascenseur, une autre habitude prise depuis que Sophie avait déclaré « Les escaliers, c'est plus amusant que ces boîtes ennuyeuses qui montent ». Au 3e étage, il s'arrêta brièvement pour ajuster le sac de pain et de biscuits avant de frapper doucement à la porte 304. Il n'eut pas à attendre longtemps. La porte s'ouvrit presque immédiatement, révélant Leia en pyjama à motif de nuages, les cheveux encore ébouriffés, le visage rayonnant d'un sourire. « Dylan !» cria-t-elle, comme si son arrivée était toujours une délicieuse surprise, malgré sa régularité hebdomadaire. « Sophie, il est là !» Sophie apparut juste derrière sa sœur, plus posée mais tout aussi ravie. « Tu as apporté le pain ?» demanda-t-elle, toujours pratique. « Et les biscuits ?» répondit-il en leur tendant le sac dans leurs mains avides. Le salon-cuisine était inondé d'une douce lumière matinale. Au cours des derniers mois, l'espace avait considérablement changé. Il était toujours petit, toujours simple, mais portait maintenant la personnalité distincte de ses occupants dans chaque détail. Des coussins colorés sur le petit canapé, faits à la main par Rachel pendant son temps libre, les dessins des jumelles encadrés dans des cadres bon marché mais bien choisis, des plantes à divers stades de croissance, un nouveau passe-temps que Rachel avait adopté. « Bonjour », salua Rachel depuis la cuisine où elle préparait le café. Ses cheveux étaient relevés en un chignon décontracté, quelques mèches encadrant son visage. Elle portait un pantalon de jogging et un simple t-shirt, des vêtements du dimanche, confortables. « Bonjour », répondit Dylan, remarquant à quel point elle paraissait différente maintenant. Pas seulement physiquement, bien que les cernes profonds sous ses yeux aient disparu et que ses traits semblassent plus doux. C'était dans sa posture, ses mouvements, la tension constante qu'elle portait autrefois avait été remplacée par un calme né du fait de ne plus avoir à se battre quotidiennement juste pour survivre. « Le café est presque prêt », dit-elle avec ce demi-sourire devenu plus fréquent ces derniers mois. Les jumelles avaient déjà posé le pain sur la table et récupéraient soigneusement les biscuits. Cela aussi faisait partie du rituel du dimanche, mettre la table pour le petit déjeuner. Leia disposait les serviettes, toujours pliées selon des formes différentes, sa créativité s'épanouissant avec une nouvelle sécurité. Sophie organisait les assiettes et les couverts avec précision, vérifiant que tout était à sa place. Dylan prit sa place habituelle, non pas une chaise, mais assis sur le tapis près de la fenêtre, appuyé contre le petit canapé. Il n'y avait que 4 chaises, et bien que Rachel insistât pour qu'il en prenne une, il préférait ce coin. De là, il pouvait voir tout le salon, observer les rayons de soleil sur les murs et se sentir partie prenante de l'espace sans l'envahir. Rachel apporta le café dans de simples tasses en verre, pas de mugs assortis, pas de porcelaine fine. Elle en tendit une à Dylan, leurs doigts se touchant brièvement lors de l'échange. « Merci », murmura-t-il en acceptant la boisson chaude. L'arôme du café se mêlait à celui du pain frais, créant cette odeur particulière du dimanche matin, désormais gravée dans sa mémoire. Les jumelles s'assirent sur le tapis à côté de lui, formant un petit cercle informel. Rachel les rejoignit après quelques minutes, apportant sa propre tasse et une assiette de pain tranché. « Comment s'est passée ta semaine ?» demanda Dylan, bien qu'il en connût déjà des bribes grâce à des appels téléphoniques occasionnels tout au long des jours. « Sophie a gagné le concours d'orthographe », annonça fièrement Leia avant que sa sœur ne puisse répondre. « Ce n'était pas grand-chose », marmonna Sophie, bien que ses joues rougissantes trahissent sa fierté. « Si, ça l'était », corrigea doucement Rachel. Le professeur a dit que c'était le meilleur score en 5 ans. Dylan sourit à Sophie. « Félicitations. Ça mérite une célébration spéciale. » « On a déjà célébré, informa Leia. « Maman a fait un gâteau et on t'a gardé une part, » ajouta Sophie en se levant pour aller la chercher au réfrigérateur. C'était la nouvelle normalité. De petites inclusions, de simples gestes qui faisaient de lui une partie de leur routine, une partie de leur célébration, une partie de leur vie. Ce n'était pas discuté ni formalisé, cela s'était juste produit organiquement, comme l'eau trouvant son cours. Le petit déjeuner du dimanche s'étira paresseusement, comme toujours.
Personne n'avait à se presser, personne n'avait de rendez-vous. Les jumelles partageaient des histoires d'école, Rachel parlait de ses plantes qui fleurissaient enfin, et Dylan racontait une anecdote amusante sur un client excentrique de l'hôtel. Les rires remplissaient le petit appartement, le faisant paraître plus grand, plus vaste. Plus tard, au parc voisin, Dylan et Rachel s'assirent sur un banc sous un grand arbre, regardant les jumelles poursuivre des bulles de savon. « Je n'aurais jamais imaginé ça », dit Rachel doucement après quelques minutes, contemplant ses filles qui riaient en courant après les bulles irisées. « Quoi ?» demanda Dylan. « Ça. C'est dimanche paisible. Ne pas avoir à compter les pièces pour chaque repas. Voir les filles être juste des enfants, pas de minuscules adultes inquiets. » Il y avait une émotion contenue dans sa voix que Dylan entendait rarement, une vulnérabilité que Rachel gardait généralement sous contrôle strict. « Ce sont des enfants extraordinaires, » répondit-il en regardant Sophie aider un enfant plus jeune à monter sur le toboggan. « Elles le sont, » acquiesça Rachel, un doux sourire courbant ses lèvres. Beaucoup plus forte qu'elle n'aurait jamais dû avoir besoin de l'être. Un autre silence confortable s'installa entre eux. Au loin, Leia agitait la main avec enthousiasme, leur montrant à quelle hauteur elle pouvait se balancer. « Vous savez, » dit Rachel, son regard toujours fixé sur ses filles, « quand vous êtes apparus ce jour-là à l'épicerie, je pensais que vous étiez juste un autre type riche essayant de se sentir bien dans sa peau. » Dylan ne dit rien, la laissant continuer. « Puis, quand vous avez laissé les provisions à la porte, je pensais encore que c'était quelque chose de temporaire, que vous vous ennuieriez et passeriez à autre chose. » Elle se tourna pour lui faire face. « Mais vous êtes resté. » La simplicité de cette déclaration portait un poids énorme. Au cours des mois qui avaient suivi sa sortie de l'hôpital, dimanche après dimanche, Dylan était simplement resté. Pas de grandes déclarations, pas de promesses. Juste présent, constant, fiable. « Vous êtes resté aussi, » répondit-il doucement. Sur le chemin du retour à l'appartement, alors que le soleil commençait sa descente, Dylan observait les trois marcher devant lui, Rachel au milieu, une jumelle de chaque côté, les mains jointes, formant une unité incassable. Il suivait à quelques pas, faisant partie du groupe tout en respectant le lien sacré entre elles. De retour au petit appartement, pendant que Rachel préparait un dîner simple et que les jumelles montraient à Dylan leur dernier projet scolaire, il réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. Il vivait toujours dans un hôtel de luxe, dirigeait toujours ses entreprises, fréquentait toujours les mêmes cercles d'élite. Mais la partie la plus vitale de son existence se trouvait ici, dans ce modeste appartement, assis par terre au milieu des dessins d'enfants. Il ne les avait pas sauvées, réalisa-t-il. En vérité, elles avaient sauvé quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait pas su être perdu jusqu'à ce qu'il le trouve en elles. Ces trois vies, connectées par des liens qu'aucune adversité ne pouvait briser, lui avaient montré ce qui comptait vraiment. Et donc, il resta. Un dimanche, un peu comme les autres, assis sur le sol d'un petit appartement, avec du café dans une simple tasse en verre et des miettes de pain frais sur la table, Dylan Carter découvrit enfin où vivait vraiment l'amour. Pas dans les hauteurs qui l'isolaient du monde, mais au ras du sol, près des gens qui étaient devenus son véritable foyer. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.